Alors pour le H4 cadran, ça on va aller relativement vite, mais donc ce qui est important à savoir, c'est qu'en électronique de puissance, on travaille avec un interrupteur. L'interrupteur de puissance, c'est un semi-conducteur. Donc moi je le représente de manière idéale comme ça, pour ne pas à chaque fois me traîner l'IGBT et la diode en antiparallèle. Et donc après je dis attention, ceci, je le zoome, et je dis c'est quoi? Généralement pour nous, ce sera un IGBT qui est représenté un peu comme c'est entre un MOS et un transistor bipolaire. Si je retire la barre ici, vous me dites que c'est un transistor bipolaire, c'est un MOS, pardon, c'est un transistor bipolaire. Si je rajoute la barre ici, ça devient un IGBT. Ça va? Donc là, c'est plutôt pour la symbolique. Alors, comment est-ce qu'on va choisir un MOS, un IGBT, un MOS, un thyristor, un GTO? Il y a différentes panoplies de semi-conducteurs. D'accord? C'est toujours sur le même principe, c'est une jonction P et une jonction N. D'accord? Alors après, il y a des configurations plus compliquées. Le thyristor n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui, c'est ce qu'on utilisait pour les très fortes puissances. Monsieur de France ne va même pas vous en parler, d'accord? Parce que c'est ce qui est utilisé avant, par exemple, des trains, où là vous avez 1000 ampères, 1000 volts, des chiffres faramineux, avec un MOS impossible. Par contre, du côté électronique, vous utilisez quasiment des MOS. D'accord? Si je vous dis on travaille à 1 ampère maximum, bah oui, ok, le MOS c'est très bien. L'IGBT, lui, il est un peu entre les deux. Vous avez le thyristor très grande puissance, puis vous avez le MOS très petite puissance. L'IGBT, il couvre entre les deux et d'année en année, il élargit sa gamme. Il va chercher de plus en plus les applications de grosse puissance et il va chercher de plus en plus les applications en concurrence avec le MOS. Le MOS, c'est petite puissance, mais c'est aussi très haute fréquence. L'IGBT ne permet pas d'aller switcher à si haute fréquence qu'un MOS. D'accord? L'objectif de l'interrupteur, c'est de commuter très vite. D'accord, ouvrir et fermer. Quelle ordre de grandeur de fréquence pour un moteur? Ça c'est intéressant à savoir quand même. On va ouvrir et fermer l'interrupteur à quelle fréquence pour une PWM sur un moteur? Pas d'idée? Donc un chiffre 10 kHz, d'accord, pour dire ça. Alors pourquoi est-ce qu'on prend 10 kHz? Parce que vous l'avez vu certainement dans la PWM, il faut aller suffisamment vite pour le moteur pour ne pas qu'il voit les à-coups. Si vous mettez la tension, vous la coupez, vous la mettez, vous la coupez, vous ouvrez, vous fermez l'interrupteur. À un moment donné, le moteur il va avoir ses à-coups là aussi, donc il faut monter en fréquence, ça c'est sûr. Plus vous montez en fréquence, plus vous avez un ripple de courant très petit aussi. Vous allez réduire l'ondulation de courant, ça c'est très intéressant, parce que le moteur il n'aime pas trop les ondulations de courant. Le couple est toujours lié au courant dans un moteur, c'est C égale Kφ fois I, c'est la loi de la place, et donc le moteur n'aime pas trop ces à-coups là. Et donc si vous commutez à haute fréquence, il y aura peu d'ondulation aussi sur le courant, donc peu d'ondulation de couple, ça réduit les vibrations par exemple sur le moteur. Donc il faut une fréquence suffisamment élevée, il ne faut pas une fréquence trop élevée non plus. Pourquoi? Si vous prenez une fréquence qui est trop élevée, l'interrupteur pourrait ne plus y arriver. Prenez un IGBT, vous lui demandez d'aller au mégahertz, il dira non, ça je sais pas faire. D'accord? Et si vous arrivez à 20 kHz, ça c'est une autre barrière intéressante, à partir de 20 kHz, la fréquence n'est plus audible. Quand vous avez un convertisseur de puissance qui commence à switcher, il fait un bruit désagréable. Et à 20 K, l'oreille n'entend plus ça. C'est pour ça que dans les variateurs, on va toujours se placer entre 10 et 20. On peut faire l'expérience au labo quand vous venez si vous voulez. Je mettrai un variateur à 3 K, vous allez me dire ah oui, c'est embêtant à l'oreille. Bon, alors il y en a qui s'agit plus que d'autres. Et quand vous restez toute la journée, parfois on fait des labos avec des fréquences à 3 K, à la fin on en a marre. Donc on a changé les variateurs, on les passe en 16 kHz, ou 18, ou 20 kHz, ça dépend un peu ce que propose le fabricant de variateur. Et là, vous n'entendez plus rien. Donc le bruit, c'est quand même important. On a parlé de l'ondulation du couple, et donc vous avez une fréquence comme ça qui varie entre 10 et 20 kHz sur les convertisseurs. C'est suffisant pour ce qu'on veut faire pour piloter un moteur. Ça va? On parle aujourd'hui d'interrupteurs qui vont pouvoir commuter beaucoup plus vite, mais ça n'a pas encore vraiment d'intérêt. D'accord? Pas dans l'application contrôle moteur en tout cas. Ça peut être des applications, je suis allé à l'INSPES, oui, ils ont sûrement des applications. Et là, on parle de travailler non plus avec du silicium classique, mais à travailler avec des composants en carbure de silicium ou en nitrure de gallium, qui sont des composants qui permettent d'aller chercher les plus hautes fréquences. Ça va? Mais nous, on n'a pas trop besoin de ça, on n'est pas encore là dans l'évolution technologique. Il y a toujours un diode en antiparallèle sur l'interrupteur. Pourquoi? Parce que les interrupteurs, comme le MOS ou l'IGBT, sont unidirectionnels en courant, et donc si vous voulez pouvoir faire de l'alternatif, courant dans un sens, courant dans l'autre, il faudra toujours la diode en antiparallèle. Donc voilà l'interrupteur le plus utilisé aujourd'hui dans le contrôle moteur, un IGBT, une diode antiparallèle. Ça. Alors après on peut en mettre deux, et vous avez le bras, d'accord, et puis vous mettez un bras à côté si vous voulez faire du HR4 cadran, et vous placez ici la machine, ici, entre les deux points milieu des bras. Ici vous avez votre source, plus moins, par exemple la batterie de votre véhicule, ça c'est le moteur DC que vous mettrez dans le véhicule, et puis vous allez pouvoir piloter
le moteur en vitesse. Comment est-ce qu'on pilote le moteur en vitesse? Il faut modifier sa tension. La tension est une image de la vitesse, c'est ce que M. Chamassi vous a appris. Le coût est une image du courant. Si vous devez retenir qu'un truc, c'est ça. Comment le retenir facilement? Ça, c'est la place. F égale B fois I fois L. Le B est généralement constant parce que ce sont des éléments permanents. Ici, comment retenir ça facilement? Si ça, c'est la place, ça, c'est l'autre loi. Il y a deux lois à retenir du cours d'élect de première et deuxième, à part la loi d'Ohm. C'est Faraday. Ouais, Faraday, il dit E égale J oméga phi. Et donc, il dit que le oméga, ce sera ici l'image de la vitesse. Et la tension, alors c'est pas tout à fait la tension, c'est la force contre-électromotrice, qui est une image de la tension, les deux étant séparés par une petite chute de tension R fois I de vous avez un moteur 24 volts, vous allez mettre 1 ou 2 volts dans la chute de tension, et le reste, c'est la force contre-électromotrice. Donc, on met le moteur là et on veut découper, donc on veut piloter le moteur par exemple dans un sens. Hop, je vais fermer ces interrupteurs là. Alors je vais fermer le premier ici, hop, je vais le faire. Et celui-ci, je vais le faire commuter à haute fréquence à 10 kHz. D'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va subir, va avoir la tension haute, basse, etc. En moyenne, vous faites varier la moyenne et votre moteur va plus ou moins vite. Si vous changez le rapport cyclique, c'est-à-dire ce temps-là par rapport à celui-là, vous allez plus ou moins vite. D'accord? Alors, on peut faire juste une petite remarque très importante quand même sur le lacunaire. Ça, je pense que M. Defrance va en parler. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la tension, d'accord? Ce sont des convertisseurs de tension. Le courant, lui, va faire quoi? Il va dépendre de la charge. Le moteur se comporte comme une charge RLE, résistif, inductif, et la force contre-électromotrice. Et donc, si je prends une charge RL d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Je mets la tension sur le moteur. Si je considère que c'est RL, le courant il monte exponentiellement vers sa valeur finale U sur R avec une constante de temps L sur R. Oui, c'est un circuit inductif. Quand je coupe la tension ici, c'est à 10K, hein, d'accord? Donc ça, c'est 1 sur 10K. Hein. C'est très très petit. Hein. Mais quand je coupe la tension, même sur ce temps très petit, le courant va redescendre. Et puis il va remonter, il va redescendre. Voilà le courant que je vais avoir dans le moteur en moyenne. D'accord? Là, je suis en régime permanent. J'ai laissé suffisamment de temps au système pour se stabiliser. Et voilà la moyenne pour le moteur de courant. D'accord? Vous avez un ripple. Le ripple, c'est ça. C'est l'écart qui est là. C'est l'ondulation de courant que je vous disais tantôt de réduire. Si vous montez la fréquence, ce ripple de courant va diminuer aussi. Vous allez monter moins haut, vous allez descendre moins vite, et donc vous allez avoir un ripple plus petit quand vous montez la fréquence. Alors là où je disais qu'il faut faire attention, c'est que quand vous allez avoir une charge RLE, puisque le moteur est du RLE, vous allez avoir une phase un peu bizarre. Donc je prends ici un rapport cyclique un peu petit. Voilà. Voilà. Vous voyez que j'ai ajouté un nouveau temps là. Donc vous avez toujours le temps T1 quand l'interrupteur là est fermé. Celui-là, ici, il est fermé, donc cet interrupteur-ci est fermé de là à là. De là à là, il est ouvert, le circuit est ouvert. Et vous voyez que j'ai rajouté une étape ici. Alors qu'est-ce que c'est cette étape-là? C'est qu'à un moment donné, à cause du E qu'il y a au niveau de la charge, dans votre circuit, vous avez du U pour la source, puis vous avez du RLE de l'autre côté. Et bien, en fait, le courant, il va descendre relativement vite et il pourrait s'annuler dans la phase ici. Donc il va monter exponentiellement. Et là, il va descendre. Et à un moment, il va tomber à zéro. Donc quand j'ai ouvert l'interrupteur ici, à un moment donné, il n'y a pas suffisamment d'inductance au niveau du moteur. Le courant s'entretient, mais jusque-là. Quand il est là, le courant est tombé à zéro. Il n'y a plus rien qui se passe dans le circuit. D'accord? L'interrupteur s'ouvre. Il était déjà ouvert d'ailleurs. Il y avait un courant qui était écoulé par ce qu'on appelle la roue libre. D'accord? Parce que n'oubliez pas que vous avez des diodes ici, chaque fois en antiparallèle. Et ce courant-là, il est écoulé via la roue libre, via les diodes qui lui offrent un chemin au courant pour pouvoir circuler, malgré le fait que ça est ouvert. D'accord? Le courant diminue, puisqu'on est sur la phase de roue libre, et il tombe à zéro. Et pourquoi est-ce que la tension passe à un niveau intermédiaire ici, qui correspond en fait à E, la force contre-électromotrice? C'est parce que si d'un côté vous avez la tension, je vais faire ça, ici, plus, moins, voilà, vous avez l'interrupteur, je vais passer avec un seul interrupteur ici,
vous avez le moteur qui est ici. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fermé l'interrupteur, hop, le courant a monté, d'accord, dans le moteur. Puis j'ouvre l'interrupteur, hop, le courant commence à diminuer. La diode de roulis lui offre un chemin pour s'écouler. Très bien. À un moment donné, il tombe à 0. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Ben, plus rien. Il ne se passe plus rien dans le circuit. Il n'y a plus de courant ici. Et il n'y a plus de courant là, puisque lui est toujours ouvert. Et donc qu'est-ce qu'il y a? Ben, il reste au niveau de la tension, si je mesure la tension ici sur le moteur, il reste E. Parce que ça, c'est l'équivalent à R, L et E. E, c'est une force centrale électromotrice, c'est une source de tension à l'opposé. R fois I vaut 0, il n'y a plus de courant. L dx sur dt vaut 0, il reste E. C'est ce qu'on appelle le régime de conduction lacunaire. C'est embêtant parce que vous n'avez plus de relation directe entre votre tension d'entrée et votre tension de sortie. La tension d'entrée, si je prends un régime permanent, donc pas de passage à 0 par le courant, ici le courant va passer à 0, puis il va recommencer, hop, puis il va redescendre, puis il va passer à 0, etc. Si je n'avais pas ce passage à 0, vous avez une relation directe entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Comme vous avez maintenant ce passage par 0, vous avez ce palier à E, il faut recalculer la moyenne de la tension. Ce n'est plus le rapport cyclique fois la tension d'entrée, comme on fait d'habitude, parce que c'est de là à la tension de source, de là à la 0, et de là à la E. Faites une moyenne. Vous allez avoir une tension de sortie qui dépend des paramètres de la charge. C'est l'inconvénient du régime lacunaire. On en reviendra dans la partie 4, parce qu'au niveau de la régulation, ça va être plus compliqué. C'est beaucoup plus facile si je vous dis à la tension de sortie du moteur, c'est la tension d'entrée fois le rapport cyclique. Ça, c'est facile. Si je vous dis maintenant la tension de sortie, c'est le rapport cyclique fois la tension d'entrée, plus un terme qui dépend du R, du L et du E qui modélise le moteur, c'est plus compliqué à réguler. Ça va pour ça? Je sais que ça va vite, hein, mais c'est parce qu'on balaye tout. N'hésitez pas à m'interrompre si vraiment il y a un truc qui vous empêche de retrouver. Alors, ce qu'on veut montrer avec le HF 4 cadran maintenant, ben, il y a deux possibilités. Vous pouvez travailler en bipolaire ou en unipolaire. Vous avez deux interrupteurs fermés ici. Hop, ça c'est l'exemple que j'ai pris tantôt. Et puis, à un moment donné, vous voulez aller à l'envers, hein, puisque c'est 4 cadrans. Les 4 cadrans, c'est courant, tension, ou couple vitesse, puisque je vous ai dit qu'ici, les deux étaient liés directement. Et donc 4 cadrans, c'est 1, 2, 3, 4. Là, je vais vers le mur en mode moteur. Ici, j'ai inversé la vitesse, donc je vais par là en mode moteur. Ici, j'inverse le courant. Cadran numéro 3, je vais par là en mode moteur. Cadran numéro 4, je vais par là en mode générateur. Je ferai. Donc pour pouvoir balayer les 4 cadrans, il faut que je puisse inverser la tension sur le moteur. Si je veux passer les cadrans ici au cadran là, il faut que j'inverse, vous voyez, la tension. Donc pour inverser la tension, bon, à chaque 4 cadrans, on va pouvoir le faire. Je ferme ces deux-là. Il y en a toujours un qui commute vite hein, pour régler la vitesse, d'accord? Mais c'est ces deux-là qui seront en sens positif. Si je fais ça, je vais amener le plus ici, le moins là. Je vais inverser la tension pour le moteur, il part à l'envers. Ça va? Alors ça, il y a deux variantes. Donc c'est ça qu'il faut comprendre ici. Vous allez avoir donc le bipolaire et vous allez avoir l'unipolaire. Deux contrôles PWM avec deux variantes. C'est la dernière chose qu'il faut savoir pour ce chapitre-là. C'est que vous avez des variantes PWM parce qu'on est dans la partie qui vous intéresse ici, électronique. On est en train de piloter l'interrupteur là. D'accord, donc on est ici. J'ai 4 interrupteurs à piloter. Et je vais venir mettre ici ce qu'on appelle le driver ou le gate drive, comme vous voulez. Gate driver. D'accord. Ce gate driver va envoyer les 4 informations aux interrupteurs pour dire si ça s'ouvre ou si ça se ferme. Il reçoit quoi ce gate driver? Il reçoit l'information qui vient soit de l'analogique, c'est un potentiomètre, soit qui vient du numérique avec un processeur ici. Je prends la solution processeur, okay, processeur, FPGA, tout ce que vous voulez. Une partie d'informatique qui va pouvoir dire ici 4 informations PWM de sortie, ouvert, fermé. Le gate drive, qu'est-ce qu'il fait? C'est la carte électronique qui va isoler cette partie-ci de la partie puissance. Voilà, c'est logique, vous pouvez avoir une isolation de ce qui se passe sur le processeur en 3 V 3 et ce qui se passe ici sur
un moteur qui peut faire jusqu'à 400 volts par exemple. Donc il y a une isolation. L'isolation galvanique se fait soit par un optocoupleur, si vous avez déjà vu, ou par un petit transfo. Généralement c'est l'optocoupleur qui est utilisé, c'est un composant électronique qui prend moins de place, c'est plus facile. Vous avez déjà vu ça, un optocoupleur? Ouais. Donc ici il doit isoler, mais il doit aussi amplifier. Il doit prendre les 3 volts 3 là, et peut-être ici il faut lui mettre 10 volts, d'accord, sur le gate. 10 volts peut-être. Donc il doit amplifier 3 volts 3, il doit passer à 10 volts. Donc vous avez des circuits tout faits, hein, des petits circuits que vous montez sur PCB qui vont faire ces drivers-là. Et il va vous dire, bah, il faut mettre tel composant, tel kappa là, telle résistance là, etc. D'accord, pour pouvoir fonctionner. Et ça, c'est la partie de Monsieur de France. Bon, unipolaire ou bipolaire, ben, c'est ici que ça va se passer. Parce que donc vous pouvez travailler en disant, ben, si je mets ici 24 volts, j'ai 24 volts ici, je les mets 24, plus 24, moins 24, plus 24, moins 24. À ce moment-là, je ne vais plus avoir mes niveaux ici, je peux les mettre d'ailleurs, vous allez avoir ici moins 24, plus 24. Ça, c'est du bipolaire. D'accord? Quand j'ai un rapport cyclique de 50% en bipolaire, quelle sera la tension de sortie sur le moteur? Oui, j'ai entendu, 0. Très bien. Ok? Ça va pour tout le monde, ça? Si je mets moins 24 plus 24, rapport cyclique 50%, j'aurai 0 volts en moyenne. Ça va, hein? Non? C'est pas évident? Sinon, je le redessine, hein, si vous me dites. Quoi, ça va ou pas? Non, c'est bon. C'est bon? C'est gratuit, hein? Alors, si on veut le faire en unipolaire maintenant, il y a moyen aussi. On pourrait lui dire ici, j'aimerais bien ici travailler en moins 24 plus 24, je veux travailler en 0 plus 24. Rapport cyclique de 50%, ça me donnera quelle tension de sortie en régime permanent, donc pas lacunaire. D'accord? On va dire régime de fonctionnement lacunaire, passage du courant à 0. Régime de fonctionnement permanent, pas de passage à 0. À ce moment-là, vous avez direct votre relation entrée-sortie. Donc en régime de conduction permanent, là où c'est facile, quelle sera la tension de sortie si vous basculez entre 0 et 24 volts, avec un rapport cyclique de 50%. 12, très bien. Okay. Alors, il y a une petite variante très intéressante que M. Sand d'ailleurs utilisait très fort dans son cours et qu'on a utilisé aussi sur la chèvre que vous allez avoir au labo. Donc ça c'est la dernière chose importante, c'est que on peut utiliser ce qu'on appelle un bootstrap. Donc un bootstrap, ça veut dire qu'il pilotera directement un bras, d'accord? Et quand lui sera fermé, lui sera ouvert. Donc si vous voulez, c'est un petit circuit électronique qui est lié au gate drive, c'est un gate drive en fait, qui va permettre de piloter directement un bras en même temps. Si lui est fermé, lui est ouvert. Si lui est ouvert, lui est fermé. Donc il me faut 2 circuits bootstrap. Il me faut un pour ce bras-là, un pour ce bras-là. D'accord? Alors, mais donc dans l'exemple que j'avais tantôt, si celui-là est fermé, ben lui sera ouvert, ça tombe bien, vous ne pouvez jamais fermer 2 interrupteurs sur le même bras, sinon vous avez un court-circuit franc de la source. Donc si lui est fermé, lui est ouvert. Et ici, ce sera antagoniste. Si lui est ouvert, ben lui sera fermé. Et vous aurez votre passage du courant dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Donc, ce qu'on propose de faire avec un circuit bootstrap, c'est de dire qu'on va comparer, je vais faire la PWM, d'accord? Elle se fait où la PWM pour voir si vous suivez ce que je raconte? Ce que je suis en train de dessiner là dans la PWM, c'est la comparaison d'un signal de référence avec la bande ci. Dans mon schéma là, elle se fait où? Oui, très bien. Donc dans le processeur. Hein. Donc dans le processeur, vous allez lui demander de générer avec une clock une lentille et vous allez lui donner une consigne. Il y aura une petite consigne. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser par exemple un ADC. C'est ce que c'est un ADC? Je ne sais pas trop où vous en êtes dans la formation. Un ADC, donc c'est une entrée sur la carte processeur qui permettra d'aller avec un potentiomètre ou une tension 0,5 volts, enfin une tension 0,5 volts, qui va simplement dire bah, quand je vais aller plus vite, je vais augmenter ma tension de commande. Donc ici, vous avez une entrée, d'accord, qui est ce qu'on appelle la tension de commande. Pas sur le processeur directement, hein, c'est pour ça qu'on utilise un ADC. Si vous voulez, c'est une carte, sur une carte toute faite, vous avez des entrées, et vous prenez une entrée 0,3 volts 3, hein, le processeur en 3 volts 3. Et le processeur va recevoir cette info-là, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va la comparer avec une dentille. Comme ça, vous le programmez sur le processeur. Voilà la dentille, voilà la tension de commande, voilà la tension de commande. D'accord? Constant, d'accord?
Qu'est-ce qui va me sortir derrière? Alors je vais dire que si, donc c'est la comparaison des deux, il faut mettre un petit comparateur. En processeur, c'est un petit bloc tout fait. En C, ce sera un if, d'accord? En quoi est-ce que je voulais dire? Donc oui, un petit comparateur si vous êtes en analogique directement. Alors si la dent est plus petite que la tension de commande, alors à ce moment-là, je vais donner 0. Donc si la dent je vais le faire ici, clac, 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 ici. Ok, alors j'ai la tension positive qui va être appliquée. D'accord? Je suis sur le premier bras. Donc je suis sur le bras numéro 1, ici. La tension est appliquée. Puis ici, entre là et là, vous voyez que la dentille est plus grande que mon signal de tension de commande. Donc j'ai 0. Puis je recommence. Et voilà mon signal que je vais avoir ici. D'accord? C'est constant, parce que là vous voyez que c'est petit, mais je ne suis pas un pro du tableau. Donc ça va être quoi ce signal-là? C'est le signal que vous allez envoyer sur le premier interrupteur ici. D'accord? Sur l'interrupteur ici. Et celui-là, ce sera quoi alors? Je l'envoie ici. Et celui-là, ce sera par l'effet bootstrap l'opposé, simplement. Donc si je suis là, celui du dessus est passant, celui du dessous est bloquant. D'accord? Si je suis ici, c'est l'inverse. Je suis sur le premier bras. Qu'est-ce que je fais sur le deuxième bras? J'ai de nouveau un circuit bootstrap et j'ai toujours qu'une tension de commande. Moi, je veux aller plus ou moins vite. Je n'ai pas envie de changer ma tension de commande. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je vais comparer toujours la même dentille dans le processeur, mais par rapport à moins la tension de commande. Facile, hein, ça a inversé. C'est un moins sur le processeur, c'est une négation en analogique. C'est pas très dur à faire, ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'est moins UC. Ça, c'était UC. Bon, c'est parti. C'est parti. Si ça est plus petit que ça, alors on est passant. Hop. De là jusque là, je suis 0, puisque mon signal triangulaire est plus grand que le signal rouge. Donc je dois aller juste ici. Clac. Et puis là, je vais avoir un petit truc passant. Puis je vais avoir 0. Ça va tout le monde, ça? Donc ça, c'est la commande du deuxième bras. La tension vue par le moteur, ce sera quoi? C'est un peu de regarder là, la tension vue par le moteur. Comment est-ce que je vais pouvoir l'exprimer en fonction des tensions sur les bras? Qu'est-ce qu'il peut trouver ça? C'est la différence entre les deux. Très bien. Ça va pour tout le monde. Donc si vous regardez la tension du premier bras, sera ici, en fonction de l'ouverture-fermeture de l'interrupteur. Ici, même chose. Et le moteur, ce sera la différence entre les deux. Vous prenez la différence entre les deux. C'est parti. On va essayer de faire ça plus ou moins proprement. On va avoir ça ici. Ici, on a 0. 1 moins 1, ça va faire 0. Ici, on va avoir 1, 0. Ok, j'essaie de faire ça plus ou moins bien. Donc, je commence. 1 moins 0, 1. 1 moins 1, 0. 1 moins 0, 1. 0. Moins 0, 0. Ouais, c'est ça. Et puis alors ici, je recommence. 1 moins 0, je vais avoir 1. Etc. Ça va, donc j'ai quelque chose de périodique, hein, ça revient toujours. Voilà ce que je obtiens. Ça, c'est la tension moteur. C'est la tension que je vais avoir ici. C'est le même niveau dessus, hein, d'accord? Désolé. C'est chaque fois le même niveau de tension dessus, ça change. Voilà. Et ça, c'est mieux que de travailler en bipolaire. Donc ça, c'était l'unipolaire. D'accord? Hop. Bon. C'est l'unipolaire. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 0. Et là, j'ai un 4 volts. Ça va, vous voyez la différence bipolaire, unipolaire.
Alors ça a l'avantage de quoi? D'utiliser des bootstraps. Hein. Vous avez un bootstrap ici et un là, donc chaque fois avec l'inverse. Donc ça c'est plus facile au niveau driver. Mais ça a d'autres avantages beaucoup mieux que ça. Et l'avantage principal, je ne sais pas si vous le voyez là. Regardez un peu la fréquence. Les 2 fois supérieurs. S'il vous plaît? Les 2 fois supérieurs. Très bien, donc la fréquence est 2 fois plus grande que si j'avais travaillé en bipolaire. D'accord? En bipolaire, en fait, vous auriez un truc comme ceci. L'avantage de travailler en bipolaire, vous avez 2 fois la fréquence. Et est-ce que vous avez 2 fois plus de commutations? Non. Vous avez le même nombre de commutations. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'avez pas de plus de pertes par commutation. Les pertes par commutation, ben c'est votre MOS à chaque fois qu'il s'ouvre et qu'il se ferme. Malheureusement, ça ne se fait pas de manière idéale. Vous avez toujours à un moment donné présence d'une tension et d'un courant. Produit des deux, ça fait de la puissance, donc une dissipation de chaleur. D'accord? Donc c'est bien ça parce que vous avez 2 fois plus de commutations, donc vous avez une fréquence double. On a dit tantôt les avantages d'avoir une grande fréquence. Et vous n'avez pas fait commuter 2 fois plus vite vos interrupteurs pour ça. Donc c'est assez magique. Ça va, ça vous allez pouvoir exploiter au labo. Au labo, ce que je vous demanderai, bon, au labo, on sera en pratique, hein, ce sera moins beau que ça, d'accord? Il va falloir utiliser le CEO, filtrer, il va falloir regarder un petit peu, comprendre ce qui se passe. Mais je voudrais qu'au labo, vous puissiez revisualiser ça. En mettant, on va mettre le CEO partout et on va aller voir le premier signal, le deuxième, la tension de commande, le signal triangulaire et un petit hacheur pédagogique pour que vous puissiez voir tous les signaux. Et là, vous allez retrouver ça. Ça va? Il y aura aussi une question d'examen là-dessus, ça va, qui sera d'essayer de dire par exemple pourquoi est-ce que c'est avantageux d'utiliser ce type d'une commande unipolaire par rapport à une bipolaire. Un exemple de question d'examen, c'est l'avantage de la fréquence comme on vient de le dire. Vous pourriez me poser la question est-ce qu'il y a des inconvénients? C'est peut-être un peu plus compliqué en termes de calcul, parce que c'est plus dur à comprendre ça que si je vous avais dit simplement en bipolaire. J'ai moins 24, 24, j'ai la comparaison d'une tension de commande avec un signal triangulaire qui va de moins 1 à 1. Vous n'aurez pas eu toute la partie rouge, d'accord? Est-ce que le processeur va être saturé pour ça? Non, lui, son processeur aujourd'hui, qui doivent comparer UC avec la dentille ou qui doivent comparer UC avec la dentille plus moins UC avec la dentille, c'est rien pour lui. Donc on ne va sûrement pas les saturer votre processeur. Si vous le faites en analogique, c'est vrai que ce sera peut-être un peu plus complexe. Il y aura peut-être un peu plus de choses. D'accord? C'est peut-être pas grand-chose. Hein. Une fois que vous faites le PCB, c'est pas ça. C'est parce que vous rajoutez un comparateur. Ça va, donc je dirais, est-ce qu'il y a un inconvénient? Peut-être la réalisation. Oui, ça demande deux comparaisons au lieu d'une. C'est vraiment un inconvénient. Ça va pour cette partie hacheur? Ça résume bien? Il ne faut pas aller plus loin que ça. Hein. Donc si vous avez bien compris tout ça, prenez ça calmement. Vous voulez faire une photo avant que j'y fasse ou pas? Ou ça va? Abdin, vous avez noté? Vous pouvez, hein. Ne vous mettez pas sur la photo. De quoi effacer? J'ai ça. Ça va pour la première partie? Oui. Ça va aider beaucoup avec la partie de Monsieur de France, hein, qui va vraiment aller vous montrer ici des exemples de GateDrive. Le labo va vous aider beaucoup aussi. Alors la partie 2, je ne vais pas être très long là-dessus parce que c'est de la théorie. Il n'y a rien de très amusant. Mais il faut bien comprendre quand même parce que on veut piloter un moteur maintenant triphasé. Vous savez que les petits moteurs EC chez Maxon, c'est des moteurs triphasés, donc vous avez 3 fils à l'entrée. Donc il faut réonduler, c'est des moteurs à courant alternatif en triphasé, à partir d'une source continue. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans l'onduleur? On va simplement venir rajouter le troisième bras. Ouais. Alors vous allez utiliser les points milieu, 1, 2, 3, et voilà vos 3 fils qui partent vers le moteur. Au niveau du principe, ça ne va rien changer. Vous avez le GateDrive, vous avez toujours votre processeur, d'accord? On verra dans le dernier chapitre qu'il va falloir synchroniser, autopiloter le moteur. Donc au niveau processeur, on va aller le charger, d'accord? Jusqu'à maintenant, il n'a rien à faire, mais là, on va le charger. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien à faire? Parce que là, on est en boucle ouverte. Après, on va être en boucle fermée, on va avoir des capteurs, et on va faire une commande avancée. Donc on va un petit peu charger le processeur. Vous avez un circuit bootstrap en plus, d'accord? Juste pour info, on n'est pas toujours obligé d'utiliser un bootstrap, d'accord? Moi, j'en ai jamais utilisé, j'ai découvert ça. On n'est pas obligé d'utiliser de travail par bootstrap. Vous pouvez prendre des
des circuits électroniques qui permettent de piloter séparément les deux interrupteurs. D'accord? Alors, je vous donne un exemple très concret pourquoi c'est pas toujours génial le bootstrap. Si vous voulez à un moment donné laisser dans un onduleur les deux interrupteurs ici ouverts, d'accord? Et vous voulez simplement dire j'aimerais bien mettre le plus sur une phase, le moins sur l'autre phase, et je veux que la troisième phase n'ait rien. Voilà. Ça marche, hein? Regardez, vous avez votre moteur triphasé, c'est 3 bobines en étoile. Voilà, par exemple, 3 étoiles. Ah, c'est ça le moteur, hein, finalement. Et vous dites à un moment donné, ben, tiens, j'aimerais bien mettre le plus ici, j'aimerais bien mettre le moins ici, et la troisième phase, je vais la laisser en lettres. Pourquoi? Ben, parce que vous allez devoir faire du triphasé. Et le triphasé, ça revient à mettre du plus, du moins, et puis du plus, on va essayer de faire ça bien, c'est difficile, et puis encore du plus, du moins, chaque fois avec un déphasage de 120 degrés. Ça, vous voyez ce que je vais faire? Donc vous avez tension 1, une tension 2 déphasée de 120 degrés, une tension 3 déphasée de 120 degrés. À chaque fois, vous n'avez pas le choix, c'est 0, 24, ou comme on vient de voir en unipolaire, moins 24. D'accord? Pour un moteur de 24, hein, quelque chose de 24. Donc ça, c'est la tension de phase 1, c'est celle-ci, U1. Ici, vous allez avoir U2, déphasé de 120 degrés, et là, vous avez U3, déphasé de 120 degrés. Et donc, il existe des commandes où c'est intéressant, si vous regardez la vidéo sur la partie éco-marathon, je trouve que c'est la plus simple à regarder, c'est la plus pratico-pratique. Vous avez des phases où vous devez mettre 1, moins 1 et 0. Et si vous mettez 0 ici, ça veut dire qu'il faut laisser les deux interrupteurs ouverts. D'accord? Et si vous êtes en bootstrap, vous êtes foutu. Parce que le bootstrap, c'est 1, 0 ou 0, 1. Vous voyez? Donc, on n'est pas toujours obligé d'utiliser bootstrap. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est la technique 2T on ou 3T on. C'est-à-dire que vous travaillez avec deux interrupteurs qui sont toujours fermés, un au-dessus, un en dessous. Bien sûr, il faut un qui arrive au bobinage, un qui arrive, un qui repart. Mais vous pouvez travailler aussi en 3T on. J'arrive ici, je repars par ici, mais je repars aussi par l'autre côté ici. Je mets cette face-ci au moins. Dans ce cas-là, je vais fermer l'interrupteur là, je vais fermer celui-ci, je vais fermer celui-ci. Est-ce que le bootstrap fonctionne? Là, ça marche. D'accord? Parce que vous avez celui-là est fermé, je peux ouvrir celui-là, je dois. Celui-ci, je reviens par là, donc je le ferme, celui-là est ouvert, c'est aussi complémentaire. Et celui-ci est fermé, celui-là est ouvert, complémentaire. Et allez, pour vous donner un exemple pratique de 2T on, 3T on, si vous êtes en 2T on, vous avez un bras qui ne sert jamais à rien. Quand vous n'êtes plus en bootstrap, c'est pas possible. Mais par contre, vous avez un bras qui ne sert à rien chaque fois. Ça va changer, hein. Après, on va alimenter les bobines au fur et à mesure en triphasé. On aura celui-là, celui-là, et puis on aura celui-là, celui-là, et puis on aura celui-là, celui-là. C'est chaque fois un au-dessus qui switch, un au-dessus qui switch. Ça va? Ça, si vous voulez, je peux vous donner la séquence parce que c'est un truc, allez, c'est assez facile à retenir. Donc, imaginons qu'on prend 1, 2 primes. Je rentre ici. Ici, j'ai pris 3 primes. D'accord? Ouais, je peux prendre 3 primes. Donc, je rentre ici, je sors en 3 primes. C'est ce que j'ai là au tableau. D'accord? Je suis en 2T on, j'ai deux interrupteurs fermés. Le troisième bras ne me sert à rien. Qu'est-ce que je pourrais faire avec le troisième bras? Je ne sais pas si vous avez une idée sur les moteurs EC. Je peux aller voir la tension. Pourquoi est-ce que la tension ici sur un bras qui ne sert à rien pourrait être très intéressante? Je vais relever quoi comme tension là? Je n'applique pas la tension positive. Je n'applique pas la borne négative non plus. J'ai quoi comme tension là? Neutre. Pardon? Normalement neutre. Pas tout à fait le neutre. Parce que le neutre, donc, c'est le potentiel qui est ici. D'accord? Donc ici je suis en 2T on, je retire ça. Quelle est la tension que je vais relever ici? Bras ouvert. Là, je vais vers le bras ouvert. Là, j'ai bien 24. Là, j'ai 0. Qu'est-ce que je récupère à 0? Vous voyez? La position de l'aimant. Oui, indirectement, oui, mais donc la force électromotrice. Ouais. D'accord? Donc, on va récupérer la force électromotrice ici. Pourquoi? Parce que l'aimant, il est en train de passer ici. Il tourne. Il génère une tension sur la bobine. Donc, la tension que je récupère, c'est une tension. Et comme vous le dites très bien, ce sera une image aussi de la position de l'aimant. Parce que quand le pôle nord va passer ici, hop, il va générer par exemple plus 5 volts. Quand il va passer le sud, il va y avoir par exemple 0 volts. Ça dépend de la sonde que vous utilisez.
Et donc, on pourrait très bien se dire que la tension ici, qui est la force électromotrice induite par l'aimant, vous donne une image de la position. Je sais si c'est un nord qui arrive, si c'est un sud qui arrive. Vous voyez? Et donc, on pourrait utiliser judicieusement le troisième bras, ici, aller regarder la tension, la ramener au niveau d'un ADC sur le processeur. Enfin, c'est pas un ADC là, puisque c'est plus l'analogique, c'est du numérique, donc il faut une entrée digitale. On prend une entrée digitale sur la carte, on vient observer ça, on récupère l'information, et grâce à cette information-là, je sais où est la position du rotor. Ça, c'est super important pour la commande des moteurs synchronément permanents, puisque comme je l'expliquerai un peu plus loin, dans la partie 5, il faut absolument synchroniser les deux champs tournants. Ça va, donc ça c'est un avantage de la 2T1. Par exemple, vous regardez la vidéo sur les coparatons, tout ça est expliqué en langage. Alors la séquence ici, 1, 3', ben, je vais commuter facile à une fois en dessous, une fois au-dessus. 1, 3', je commute une fois en dessous, je vais avoir quoi alors 1, ben, je laisse, 2'. D'accord. Après je commute au-dessus. Donc au-dessus, donc ça veut dire qu'en dessous, j'ai laissé la même chose. Alors je mets combien ici 2 ? 3, hein. Pas 2, 2', hein. Court-circuit franc sur la source. Ouais. Donc j'ai pas le choix. La séquence, je ne sais pas faire de variante. Si, je sais tourner dans un sens ou dans l'autre, ça je pourrais. Mais sinon j'ai pas le choix. Une fois que je suis parti, je suis obligé de continuer. Ici, je viens de commuter en dessous, je vais commuter au-dessus. Non, je viens de commuter au-dessus, je vais maintenant commuter en dessous. D'accord. Donc ici, je vais garder au-dessus 3. Je revenais par 2', je vais revenir par quoi maintenant 1'. Donc on a presque fini. On va garder maintenant le 1' et on va revenir par le 2. Et puis je vais garder le 2 et je vais revenir par le 3'. Et j'aurai fini. Bon, je recommence après. Donc il y a combien de séquences? Il y a 6 séquences. Donc ça permet de faire du triphasé. En fait, ce que j'ai fait là, j'ai fait la pleine onde. La pleine onde, c'est quoi? Je n'ai pas encore piloté le moteur. J'ai simplement généré 3 tensions alternatives. 1, 2, 3. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est de la pleine onde? Parce que vous avez ici, hop, je prends pendant 1, 3', je laisse ça. Ça, je laisse à 0. Ça, je mets en négatif. D'accord? Pendant 1, 2', je regarde chaque fois mes 3 tensions que j'ai générées. Ça, c'est les 3 tensions générées. Donc ça, ce serait U1, U2, U3. Alors normalement c'est les grandeurs de ligne, hein, mais bon, ça c'est pas très important. Donc vous allez avoir du plus, du 0, du moins, du plus, du 0, du moins, vous avez votre combinaison, vous avez fait de l'alternative. Mais vous voyez que chaque fois j'ai gardé la pleine onde. J'aurai 6 intervalles, donc je vais en avoir les... Ça n'est pas très bien fait, mais vous en aurez 1, 2, vous aurez 6 séquences, d'accord? Et donc là j'aurai 1, 3', là j'aurai 1, 2', etc. 6 séquences. Et puis j'ai fait une période, et je recommence. J'ai fait la pleine onde. Question un peu plus dure, pourquoi est-ce que je n'ai pas piloté le moteur là en fait? Pourquoi je n'ai pas encore piloté le moteur? En fait, j'ai appliqué une tension qui est constante sur le moteur. Je ne sais pas si vous savez me dire pourquoi. Le moteur, si je le fais tourner comme ça, il va fonctionner, d'accord? Mais par contre, il va tourner tout le temps à la même tension, donc à la même vitesse. Pourquoi? C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose. Dans un moteur, la tension et la vitesse sont directement liées. Si je vous dis qu'ici je vais tourner à la même vitesse, ça veut dire que j'ai la même tension. Est-ce que j'ai appliqué la même tension sur le moteur? Pendant mes 6 étapes, j'ai toujours la même tension. Pourquoi est-ce que j'ai la même tension? Parce qu'ici, j'essaie de créer un sinus. J'essaie de faire ça, ça, et puis un deuxième décalé de 120 degrés, puis un troisième décalé de 120 degrés. La tension, elle vaut combien là? Ça, c'est l'amplitude, et vous en sortirez la valeur URMS. Mais la valeur RMS, là, elle n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Je peux la calculer. Comme tantôt dans le HR, j'avais une tension de sortie qui valait le rapport cyclique fois la tension d'entrée. Ici, alors ça, c'est pour ceux qui ont vraiment bien regardé les vidéos, la tension RMS de sortie par rapport à la tension DC que j'avais sur la source. Ça, c'est la tension DC, 0, moins la tension DC.
Tension DC, c'est la source, elle est là. Est-ce que j'ai une relation qui ressemble à ce qu'on avait dans le hacheur? Dans le hacheur, on avait que la tension de sortie, c'était le rapport cyclique fois la tension d'entrée. Rapport cyclique, vous pouvez mettre alpha, je ne sais pas, M. de France utilise peut-être alpha. Là, il utilise alpha, delta, tout ce qu'on veut. Comprenez la question ou pas? Ou vous voulez que je reprenne? Vous êtes d'accord, dans le hacheur, la tension de sortie, c'est le rapport cyclique fois la tension d'entrée. D'accord? Sauf dans la tunnel, comme on a dit tantôt. Ici, je dois faire des grandeurs sinusoïdales. Donc, ce qui m'intéresse derrière l'onduleur, c'est d'avoir une valeur RMS. Est-ce qu'il y a une relation qui permet de sortir la tension RMS en fonction de la tension DC, d'avoir une relation comme dans le hacheur très facile? Il y a un lien direct entrée-sortie. Non? Donc, c'est démontré dans le chapitre sur l'onduleur. Vous avez en pleine onde un facteur ici qui sera toujours 0,816. Ça veut dire que si vous avez une batterie 24 volts, ici vous aurez de l'ordre de 20 volts RMS. Ça ne change pas. Je n'ai pas piloté mon moteur. Le moteur, lui, il a besoin d'avoir une tension variable pour avoir une vitesse variable. Et là, je n'ai pas fait varier la tension. Ça va? Elle vaut 20 volts, point barre. Donc ce 0,816, je vous invite quand même d'aller voir dans la vidéo sur l'onduleur d'où il vient. D'accord, je ne vous montre pas la démo, mais allez, c'est intéressant. Regardez une fois, c'est une relation mathématique toute bête. Bon, bah alors, si j'ai pas piloté mon moteur, maintenant j'aimerais bien piloter le moteur. Je dois faire quoi là? Découper le signal. Découper le signal à 10 kHz, comme pour le hacheur tantôt. Ça va? Ici, la fréquence que j'ai obtenue, c'est pas 10 kHz. Hein. La fréquence que j'ai de là jusque là, c'est la fréquence pour le moteur. Si c'est un moteur 50 Hz 3000 tours, bah, il faut que je lui génère avec mon onduleur de 50 Hz. Si maintenant je veux le faire travailler à 25 Hz, il faut que je pilote ça, il faut que je découpe le signal. Et donc, comme tout à l'heure, même chose, je pourrais demander, quand j'ai deux interrupteurs qui fonctionnent, je vais demander à un des deux de découper à 10 kHz. D'accord? 50 Hz, 10 kHz. Ça, on va aller le voir au labo. Si vous voulez, on peut mettre l'oscillo, un bon oscillo, hein, avec un petit oscillo, vous n'aurez pas ça. Donc il faut un bon oscillo qui est capable d'aller chercher les hautes fréquences. Parce que 10 kHz c'est déjà pas mal, c'est pas de la haute fréquence qu'on appelle ça de la haute fréquence, hein, mais 10 kHz c'est déjà pas mal pour un oscillo. Donc on va découper, d'accord, plus ou moins, comme le hacheur. Ici même chose, on va découper plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et si j'ai un rapport cyclique de 50% ici, ben, j'aurai la moitié de la tension sur le moteur, il ira 2 fois moins vite. Puisque, comme tantôt, ça n'a pas changé, la tension est proportionnelle à la vitesse. Que vous passez sur un moteur asynchrone, synchronement permanent DC, ça vous pouvez toujours venir, c'est la loi de Faraday, c'est impossible à contourner. Ça va, vous filmez avec votre GSM, il faut des droits d'auteur hein, si vous diffusez ça. Ah. Ouais, il faut payer, je vous sens vraiment le numéro de compte en banque. Il faut respecter le travail des gens quand même. Hein. Ça va vous faire encore une vidéo regardée en plus. Bon, ça va ça? Vous voyez comment on a transposé ce qu'on a fait sur le hacheur à l'onduleur. Il y aura des régimes de conduction lacunaires aussi. On peut y arriver. Il y aura aussi un ripple de courant. D'accord? Donc le courant, en fait, il va avoir une tête comme ceci. Ici, on va comparer de nouveau hein, PWM, donc Dancy, avec un signal de commande. Le signal de commande n'est plus une constante. Donc toujours le même principe que tantôt. Vous avez votre Dancy. La tension de commande, cette fois-ci, elle va être comme ceci. Ouais, alors que tantôt, c'était une constante. Et vous comparez les deux dans le processeur, et la sortie, ce sera plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Le courant, il va faire quoi? Il va monter comme dans le hacheur, exponentiellement vers une certaine valeur U sur R, avec une constante de temps U sur R. Même chose que pour le hacheur. Et puis, hop, vous descendez. Et puis, hop, vous remontez, hop, vous descendez. Hop, vous montez, et puis on commence à redescendre, hop, 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 et vous allez retrouver un courant sinusoïdal. D'accord? Le ripple, il est où maintenant? Le ripple, il est là. D'accord? Entre là et là. Mais c'est sinus, hein? Donc c'est l'ondulation qu'on aura autour du sinus. Alors que tantôt, on avait une ondulation autour d'une valeur constante.
pour ça qu'il faut bien comprendre le hasher avant d'arriver. Donc ça c'est de la PW, de nouveau. Vous voyez que j'ai maintenu un rapport cyclique constant là-dedans. J'ai essayé de 5,5, d'accord. Mais grosso modo ici c'est du 50%, d'accord. 50% haut, 50% bas, 50% haut, 50% bas. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Vous avez vu le signal bleu, c'est ce que vous allez observer à l'oscilloscope, vous allez dire, ça ne ressemble plus à un sinus votre truc, hein. Mais pourtant c'en est un quand même, hein, parce que si je regarde la fondamentale, là, dans la décomposition en série de Fourier, ouais, je vais retrouver un sinus, bah, vous allez, il est pourri votre signal. Et le courant, il est pourri aussi, donc on va mettre une inductance à la sortie pour essayer de limiter le ripple de courant. Comment on pourrait faire mieux que ça? Ça, c'est le principe même de la PWM, donc ça, c'est super important. Vous n'avez pas une idée de comment on pourrait faire mieux? Vous comprenez que le signal est pourri? Hein, au lieu d'avoir une belle sinusoïde, vous avez un signal carré sur la tension, et en courant, vous avez un truc sinus, mais avec plein de ripples. Une idée comment on peut faire mieux que ça? Je suis sûr que vous savez. L'enveloppe ne changera pas, d'accord? Je zoome sur l'enveloppe, ici. Elle ne changera pas. L'enveloppe, elle sera toujours donnée par ça. D'accord? Mais si à l'intérieur, je demande à l'interrupteur qui doit découper à 10 K d'être un peu plus malin que de faire un rapport cyclique de 50% et de faire un rapport cyclique qui est variable, je vais dire commence par un petit rapport cyclique. D'accord? Puis tu prends un plus grand. Tu prends encore un plus grand. Puis tu prends le maximum, puis tu commences à redescendre. Ça, c'est la vraie PW. Quand vous allez faire la décomposition en série de Fourier, vous allez voir que vous avez un comportement qui ressemble plus à un sinus. Ça va? Ça, c'est ce qu'on implémente aujourd'hui partout. Ce qui est à gauche, oui, ça fonctionne. C'est sur les commandes basiques, qu'on appelle souvent les commandes carrées pour le contrôle moteur d'essai. Et on fait quasiment plus ça parce que on pourrait se dire que ça c'est plus facile à faire que ça, c'est vrai. Au niveau processeur, ça est un peu plus compliqué, vous avez un rapport cyclique variable quand même. Donc il y a des comparaisons qui doivent se faire plus rapidement. Mais aujourd'hui, avec l'informatique qui a évolué énormément, l'électronique puissance, on va d'office faire ça partout. Ça va? Donc, je vous ai fait un exercice résolu, d'accord? Comme ça, vous avez alors cet exercice résolu, il y a peut-être des choses là-dedans, vous pouvez dire, tiens, ça, on pourra encore améliorer. Hein. Je vous ai mis la version de base. Après, on pourra en parler pendant 3 jours, d'accord? Et si on devait l'acheter à 1000 € le moteur avec l'électronique, c'est 500 € à peu près le moteur. Une application comme ça, 500 € pour l'électronique, on y réfléchira 2 fois, d'accord? On se contenterait peut-être pas de ça, on ira encore un peu plus loin dans le raisonnement. Mais là, vous avez toute la démarche complète. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On a un petit moteur ici qui est censé dans la compétition robot, donc c'est un petit robot. Il y a un ascenseur, il faut aller prendre la balle et il faut monter la balle pour aller la verser quelque part. D'accord? Donc, c'est un système de levage. J'aime bien prendre ça parce que c'est assez facile, hein, c'est M fois G, et on ne se casse pas trop la tête. Si vous prenez un système horizontal, le problème c'est que c'est le frottement qui va tout manger et que le frottement généralement il est difficile à estimer. Et donc, j'aime bien le levage, c'est plus facile. C'est un truc assez standard. Donc ici vous avez une balle de 100 grammes, vous avez une hauteur de 50 cm, vous avez une vitesse de 12 mètres par minute. L'autre fois je vous avais fait estimer ça, d'accord? Ici, on va dire qu'on a été mesuré pour vous, hein, quand on aura des chiffres à la fin. Donc la masse de la balle, je l'ai mis en variable, il y a le H que j'ai mis, c'est les 50 cm, et il y a la vitesse de 0,2 mètres par seconde, donc qui est le 12 mètres par minute. J'ai pris aussi pour que ça tombe bien, essayez. Quand vous faites cette démarche-là, il ne faut jamais faire confiance à tous vos calculs. Hein. Vous devez essayer d'avoir l'ordre de grandeur en tête et de se dire, tiens, est-ce que c'est cohérent ou c'est pas cohérent? Parce qu'on fait vite une erreur. Il y en a peut-être encore. Hein. Normalement, j'ai regardé, il n'y a pas d'erreur, mais si vous en trouvez une, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu regardé ça. Non? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans une démarche de dimensionnement? Qu'est-ce qu'on veut faire? On aimerait bien pouvoir aller chercher le bon moteur dans le catalogue. Le catalogue Maxon propose 2000 moteurs. Il faut que j'aille chercher le bon. Dimensionner, ça revient à trouver la valeur du couple nominal et de la vitesse nominale, principalement sur le moteur. Il faut que le moteur que je vais mettre sur le robot, que j'ai PMI le robot, il faut qu'il arrive à monter là-bas, sinon je suis mal.
il faut qu'il arrive à monter la balle dans le temps que je me suis imposé aussi. Donc il faut que la vitesse puisse être OK aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? D'abord, on écrit les équations mécaniques. Je vous avais dit à l'examen, vous avez généralement un tableau, et dans le tableau, on aimerait bien résumer la démarche. D'accord, je ne vous demande pas de faire tout ça, hein, je crois que c'est 1 heure l'examen, donc tout ce que vous devez faire, c'est mettre les étapes principales. Mais ce qui est pas mal, c'est de mettre de l'information, parce que j'ai trop souvent à l'examen des trucs qui sont trop bateaux, il faut calculer la force. Ouais, il faut calculer la force. Ça marche pour n'importe quelle application. Donc essayez, si vous voulez plus de points, d'aller transposer ça vraiment à l'application que je vous demande. Ça va? Donc ici, qu'est-ce qu'on devrait donner comme première information? Ben oui, il faut évaluer les grandeurs mécaniques dimensionnantes. Ça, c'est général. Mais par contre, il y aura un espace pour dire, tiens, si je dois écrire la première formule qui me le calcule, je vais écrire que la force due à la gravité, c'est F fois G, et que je vais rajouter une force de frottement. La force de frottement, je ne sais pas trop combien ça va être, mais je sais que c'est quand même pas mal dans ces petits systèmes-là, parce qu'on est sur des toutes petites valeurs, le frottement n'est pas du tout négligeable. Et donc je l'ai pris en première hypothèse, ça c'est intéressant aussi, de pouvoir dire, tiens, je vais écrire mon hypothèse. Comme ça, quand je choisirai mon moteur, si je dois le sous-dimensionner un peu par rapport à mes calculs, c'est parce que j'ai fait des hypothèses qui sont contraignantes, ou que j'ai pris peu de sécurité ou beaucoup de sécurité. Vous voyez? Donc on va essayer de jouer avec ça. Donc ici, 50% de la force de gravité, c'est beaucoup ou pas? Je sais pas, je prends ça en première approximation, et puis on verra bien dans la suite. Je le note. Je note ça comme hypothèse. Alors, le support de la balle, la masse n'est pas donnée. Oui, la masse du support n'est pas donnée. Pourquoi? Parce que on pourrait imaginer que le rouet n'est pas encore constitué. Donc je vais devoir soulever la balle. Mais en fait, il ne faut pas se laisser piéger. La balle, c'est 200 grammes, c'est pas grand-chose. Le support métallique que vous allez devoir mettre sur votre système de levage, c'est lui qui va faire tout le poids. Vous voyez, il ne faut pas partir sur des fausses conceptions. Donc j'ai dit ici, attention, la masse de support c'est 500 grammes. Parce que je ne vois pas trop en acier comment on pourrait faire pour soulever une balle de ping-pong en dessous de 500 grammes. On voyait tout de suite, hein, si vous mettez un petit réceptacle, même en alu, 500 grammes. Donc c'est une hypothèse aussi, puisqu'on ne l'a pas encore construit. J'additionne les deux forces, ça me fait 10 newtons. Réaliste ou pas? 10 newtons. À quoi est-ce que je pourrais me ramener dans une situation de 10 newtons pour voir si c'est cohérent ou pas? 1 kg. Très bien. Donc c'est 1 kg. Ça va, c'est comme si vous devez lever 1 kg. Je pense qu'on est bon. Hein, si on va avec le frottement, la masse du support, la masse... c'est comme si on montait 1 kg. Si vous aviez, je sais pas, 30 newtons, c'est comme lever une masse de 3 kg. Il faut imaginer les 3 kg, d'accord, 3 paquets de, je sais pas, de sucre à 1 kg. Ça commence à être beaucoup. Hein, d'accord, ici on est en train de soulever le ping-pong quand même. La puissance, il faut toujours 3 grandeurs. Hein. Puissance couple vitesse ou force. Hein. Force-vitesse, vitesse linéaire, vitesse de rotation. Pour l'instant, je reste en linéaire. Et j'ai une puissance F fois V. 2 watts, beaucoup, pas beaucoup. Vous êtes dans le catalogue Maxon, il dit des moteurs de watts, j'en trouve pas. Ça a l'air très peu, c'est quand même bizarre. Oui, mais il faut quand même se rendre compte que vous avez une vitesse très très lente. D'accord? Vous avez une masse à monter qui est quand même déjà faible, c'est le poids de la balle. Mais en plus, vous avez un truc qui est très lent. Donc, les watts, c'est la force, mais c'est aussi la vitesse. Parfois, vous avez des systèmes avec des couples monstrueux, parce que vous avez un gros réducteur derrière, par exemple. Vous avez des couples monstrueux, mais vous avez des vitesses hyper lentes. Vous prenez par exemple un grand pont, les ponts tournants. Vous avez déjà vu, parfois sur un cours d'eau, vous avez le pont, et le pont après tourne pour laisser passer les bateaux. Cette application-là, typiquement, c'est quelque chose qui est super lent. Par contre, la force que vous avez besoin, et quand vous utilisez des grandes démultiplications derrière, la puissance du moteur, c'est presque rien. Et vous vous dites, tiens, un moteur dans ma voiture, c'est 50 kW, et ici, j'ai besoin, par exemple, je suis un chiffre comme ça, mais de 5 kW. Vous dites, là, j'ai fait une erreur, c'est pas possible. 1/10 du moteur de ma voiture pour faire tourner un pont, un frottement, la masse en jeu. Ouais, mais la vitesse, c'est super lent. Il ne faut pas se laisser avoir en puissance et couple. Les deux sont vraiment bien différents. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Là, on a les grandeurs dans le système Y, dans l'axe Y. Calculer les grandeurs en rotation, on va passer sur l'axe qui tourne. Donc là, il faut que je tourne un rayon. On ne me donne pas dans l'énoncé. J'ai pris 3 cm. Vous imaginez que j'ai une petite poulie, comme ça, avec un système 6 cm de diamètre, 3 cm de rayon. Ça paraît logique. Après, on adapte, hein, c'est pour ça qu'on fait un Excel. Le jour où j'ai la vraie valeur de la poulie, je vais changer dans le fichier et tout ça. Le couple, c'est la force sur le rayon, la vitesse de rotation. Je vais travailler en tours par minute. 63 tours minute, beaucoup ou pas beaucoup? 63 tours en 1 minute, c'est lent, d'accord? C'est parce qu'on a une vitesse de déplacement relativement lente. Si on voulait quelque chose de beaucoup plus nerveux, dynamique,
Ici, je fais 12 mètres en une minute, mais on pourrait imaginer un truc où il faut faire pouf, monter très vite. D'accord? Là, on aurait des contraintes dynamiques. Alors, c'est pas fini, vous pouvez pas dire le moteur qui fait 2 watts et c'est fini. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous allez aller dans votre déplacement, au début, vous allez avoir beaucoup plus de couple parce qu'il y a aussi la partie mise en mouvement, donc la masse fois l'accélération. D'accord? Somme des forces égale masse fois l'accélération. Pour l'instant, j'avais considéré que c'était 0 d'accélération puisque j'étais dans le régime permanent, j'étais dans la montée à vitesse constante. Mais maintenant, je dis, ouais, mais attention, au début, le moteur, en plus de vaincre la gravité, en plus de vaincre le flottement, il doit vaincre encore, il doit se mettre en mouvement. Donc, on a l'inertie qui intervient. C'est parti, M fois A, attention, je dois mettre en mouvement la masse de la balle plus la masse de support, fois A fois le rayon, ça me donne un couple 5 mN. Donc le couple de pointe, ce sera le couple qu'il faut vaincre pour le flottement et la gravité, plus le couple d'accélération. Je dois me dire en combien de temps je dois accélérer. Ici, je veux un profil 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est un profil qu'on utilise très souvent, parce que c'est lui qui revient généralement à avoir le dimensionnement moteur le plus petit. D'accord? 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, c'est quoi? Ça veut dire que j'accélère pendant 1 tiers du temps, je vais avoir un déplacement 1 tiers, et je vais avoir ça. Pour arriver au même endroit, vous pourriez dire, j'accélère beaucoup plus vite, d'accord, ça va me demander beaucoup plus de couple, et donc après, je vais accélérer beaucoup plus vite, donc la vitesse est plus grande, et donc je vais arriver plus tôt, d'accord, ou alors j'aurai un palier ici plus petit, on va faire ça ici, voilà, d'accord. Ben là, je vais aller beaucoup plus vite, je vais faire, voilà, hop, hop. Je peux me contenter d'une vitesse plus basse, puisque j'ai accéléré très vite. D'accord? Donc, il y a différents profils de couple et de vitesse qui vont me permettre d'arriver au même déplacement. Ouais. Donc, ici, j'ai considéré du 1 tiers, donc j'étais sur 3, donc 0,8 secondes. Il faut que j'ai fini la phase d'accélération. Après, je considère que je suis à vitesse constante, et puis il me restera la décélération quand j'arrive au-dessus. Alors, là, est-ce que j'ai assez pour dimensionner mon moteur? J'ai 2 watts. Oh, reviens. Voilà, j'ai 2 watts. J'ai ici les grandeurs, donc j'ai 314 mN avec l'accélération, 309 mN. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas beaucoup plus dans la pointe qu'en régime permanent? C'est parce que je lui ai demandé une accélération très très calme. D'accord? Ça dépend de la dynamique que vous voulez donner. Bon, après, je pourrais me dire, est-ce que j'ai assez pour le moteur? Je peux aller dans le catalogue Maxon, prendre 2 watts, prendre ça. Ok, mais j'ai une valeur de pointe. Donc si je mets ça dans les axes couple-vitesse, donc couple-vitesse, j'ai la valeur en régime permanent, c'est un point de fonctionnement. Et puis, à vitesse nulle, au départ, j'ai un couple et j'ai un peu plus. D'accord? Pour la 2 points. Et moi, ce que je cherche, c'est ça. La coordonnée, couple nominal, vitesse nominale. Le moteur va se trouver principalement ici. Au démarrage, il faudra un surcouple. Quelle est la valeur du couple nominal du moteur que j'achète? Ça, c'est vraiment un bel exercice à faire, c'est remettre dans les axes couple-vitesse. Alors, c'est assez parlant. Et on pourrait se dire, en première approche, je suis quasiment tout le temps là, et pour vaincre le surcouple au démarrage, hop, je vais prendre un moteur qui est un peu plus fort que ce qu'il doit vaincre en régime permanent. Est-ce qu'il saura quand même aller chercher ce point-là? Oui, même si c'est au-dessus de son couple nominal, parce qu'un moteur électrique, vous pouvez pendant un très court instant aller lui chercher une pointe, d'accord? Ça va lui demander un peu plus d'effort, ça veut dire que le courant sera un peu plus important, ça veut dire que l'échauffement va être un peu plus important, et comme votre pointe est courte, c'est pas pour ça qu'il va brûler. Ouais. Donc, ça c'est la première solution. Deuxième solution, en fait, ce serait de se dire, si j'essaie de faire un cycle un peu plus réaliste, d'essayer vraiment de voir ce qui se passe à tout moment pour le moteur. Là, je me base sur 2 points. Mais si je veux travailler sur tout le cycle, je pourrais le dessiner. Et donc, on l'a fait ici, j'ai fait l'accélération. Et puis après, j'ai dit, après j'ai un régime permanent en montée. Puis j'ai une décélération. Puis, il dépose la balle. Quand il dépose la balle, le moteur, le levage, il est arrêté. Donc, j'ai rien, 0. Le dépôt dure 1 demi-seconde. Là, chaque fois, le temps et le compte. Et puis, après, là, j'ai pas tenu compte, il fallait descendre. Il faut descendre. Est-ce que le moteur a quelque chose à faire quand il descend? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a quelque chose à faire? Il doit freiner, d'accord? Donc, là, on est dans un changement de cadran.
on descend le support. Si je ne fais rien au niveau du moteur, le support il se casse la gueule en bas. Donc je dois freiner la descente. Donc je dois apporter un couple aussi. Et c'est là que vous retrouverez dans mes différentes formules. Hein, je vous ai mis mes formules de Excel et tout, vous pouvez aller voir. Et j'ai dit, ah bah attention, il faudra quand même, dans la descente, 73 mN. C'est plus de 300 parce que je ne les monte pas. J'ai la descente qui mène, mais je dois ralentir la descente pour pas qu'il se casse la gueule. Donc c'est les mêmes formules, hein, c'est Newton, mais simplement appliquées sur chacune des étapes du cycle. Et puis, après 5,5 secondes là, ça c'est le total, d'accord? Mais une fois qu'il est en haut, puis il est en bas, et après, ça tombe, le robot il va se promener un petit peu. Est-ce que je dois tenir compte de ça ou pas? Non, parce que quand il se promène, le moteur de levage il n'a plus rien à faire. Si je commence à prendre ça en compte dans mon couple RMS, il y a un couple qui est une image de l'échauffement sur le moteur. Si je prends le temps que le robot va se promener, imaginons que là ça dure 5,5 secondes, imaginez que pendant 10 secondes, l'ascenseur ne fonctionne plus. Je vais considérer que je refroidis très fort le moteur, mon couple RMS va chuter très très fort, puisque j'ai 0 couple pendant 10 secondes, sur le cycle qui dure 15, et j'arriverai à un couple ridicule. J'aurai plus de 300, j'aurai peut-être 50, d'accord? Ici, vous voyez que je suis arrivé à 214. 214 sur le cycle. Si je prends le temps où il ne fonctionne pas, je vais avoir peut-être 70. D'accord? Et là, mon moteur, quand je vais l'acheter, je vais le mettre, il va brûler, ça c'est sûr. D'accord? Mon dimensionnement n'est pas bon. Donc, vous pouvez toujours travailler sur un cycle de fonctionnement sur le moteur. Et faites attention que quand le moteur se repose pendant longtemps, il ne refroidit pas en négatif. D'accord? Il reste à la température ambiante. Et donc, l'avantage du couple RMS, c'est de tenir compte, il chauffe, il refroidit, il chauffe plus fort, il chauffe moins fort. Mais après, si vous êtes sur un cycle où il y a un grand temps d'arrêt, ça n'a pas de sens. Ça c'est un piège dans lequel on tombe souvent. Ce serait de croire qu'on va refroidir le moteur très très fort. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était l'étape 2 ou 3, d'accord? On a fait les grandeurs en régime permanent, on a mis le pic. On s'est dit, tiens, je vais essayer de faire un cycle, comme ça ce sera plus précis. On va ensuite tout doucement penser au réducteur. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans le catalogue Maxon, vous êtes à 10 000 tours. Ici, j'aimerais bien tourner très lentement. Donc, il faut un réducteur. Un réducteur de combien? Je ne sais pas encore, je ne connais pas le moteur. Donc, je dis, les moteurs Maxon tournent à 10 000 tours généralement dans le catalogue. Moi, je dois tourner à je ne sais plus quelle vitesse, à quelques tours. Et donc, je me faut un rapport de 157. Est-ce que j'achète déjà le réducteur? Non. Attendons d'avoir fini. Attendons d'avoir le moteur à la fin, le bon, avec sa bonne vitesse. Là, j'ai pris 10 000 tours en attendant. Ensuite, je regarde les grandeurs du côté moteur. Je ne fais que passer du réducteur, donc j'ai divisé par le rapport du réducteur. J'ai considéré, ça je pourrais mettre encore comme hypothèse ici, qu'il n'y a pas de rendement au niveau du réducteur. Normalement, je pourrais encore tenir compte d'un rendement de 0,95 sur le réducteur. Et voilà, j'ai mon couple qu'il me faut du côté moteur, 2000 Nm, le couple de pointe, vous voyez que ça n'a quasiment rien changé, c'est pour le début de l'accélération, et un couple RMS de 1,36, ça c'est la moyenne d'échauffement sur le moteur. Et alors là, je peux franchement aller dans le catalogue Maxon et essayer de choisir un moteur qui pourrait matcher ces trois valeurs-là. Il faut qu'en pointe, j'aille absolument, je sois capable d'aller chercher ça, mais il ne faut pas dimensionner par rapport à ça, parce que si vous dimensionnez par rapport au pic, vous allez surdimensionner votre moteur, et ça on essaie d'éviter, parce que ça veut dire que c'est plus d'encombrement, ça veut dire que c'est plus de place, c'est aussi plus d'échauffement, c'est avoir une autonomie de batterie qui est peut-être moindre, si le rendement n'est pas bon. Donc voilà, j'ai trouvé un exemple de référence, il y en a plein qui pourraient convenir, et comme j'ai expliqué tantôt, il faudrait presque passer du temps maintenant sur les différentes topologies de moteurs pour voir lequel est-ce qu'on choisirait. On avait parlé la fois passée de métaux précieux, il y en a qui sont au graphite, si je prends métaux précieux c'est d'office plus cher. J'ai trouvé au niveau des couples un moteur qui fait ici 5 mN, 4,95, alors ça a l'air d'être même pas le pic. Alors vous allez me dire, oui mais monsieur vous dimensionnez tout ça, et vous arrivez à 2 mN, et puis en fin de compte vous prenez un moteur de 5 mN. Alors vous aviez besoin de, en watts, je sais pas combien, de 2,5 watts, d'accord, et au-dessus je crois qu'on n'était même pas à tout ça. Faites attention que la vitesse n'est plus de 10 000 tours. La vitesse de ce moteur-là que j'ai choisi, elle est de 6220. Ça veut dire que je dois refaire une boucle. C'est ce qu'on appelle une itération. Je reviens en arrière, je dis attention, j'avais triché, j'avais pris 10 000 tours parce que je ne connaissais pas la vitesse du moteur. Maintenant que je suis à 6220, je vais remettre ça dans la boucle, corriger ma valeur ici, et mon couple va s'adapter là. Alors je ne sais plus si je l'ai fait ou pas.
c'est plus 150, c'est 97. Mes couples vont changer, je suis à 3, 3, 2. D'accord 3, 3, 2, mais attention, j'ai pris les hypothèses. Encore le frottement, tantôt j'avais pris quoi 50% de l'effort qu'il me fallait pour élever le truc. Ça, c'est un petit peu exagéré, je ne sais pas, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? C'est une analyse de sensibilité. Je vais essayer de faire varier mon 0,5 et dire c'est pas 0,5. Le frottement ne représente pas 50% de l'effort de la gravité, c'est 0,4. Puis je vais essayer 0,3, 0,2, j'ai un Excel, donc je fais ce que je veux. Je vais essayer 0,6, 0,7. Et je vais essayer de tracer un graphique pour voir comment évolue ma puissance dimensionnante en fonction du coefficient que j'aurais pris pour le frottement, puisque c'est mon élément sensible. C'est lui qui impacte mon dimensionnement. Et regardez ici, j'ai fait varier l'hypothèse sur le frottement. 0,5, je suis passé à 1, et maintenant, attention, je suis à 4. Tantôt, on était à 2. Alors, vous allez, vous faites n'importe quoi. Ben non, j'essaie juste avec les données que j'ai de trouver le moteur le plus cohérent pour mon application. Et si je ne le fais pas et que j'avais pris 2 et fermé les yeux et que je n'avais pas fait une réflexion sur mon hypothèse, ouais, mais si le frottement était plus important que prévu, je serais en train de brûler mon moteur. Je reprends un moteur pour 2 mN, je suis à 4 mN. Ça va, donc c'est toute une réflexion comme ça. Et là, on a quasiment fini. Hein, une fois qu'on a ça, voilà mon moteur. C'est pour ça que ça explique que le 4.95 là, il n'est pas tout à fait farfelu. Vous allez dire, oui, mais vous êtes encore surdimensionné de 20% ou 25%. Oui, vous êtes à 125%. Parce que vous avez besoin de 4 Nm, vous allez chercher un 5 Nm. Oui, mais bon, à un moment donné, dans le catalogue, je n'ai pas tout ce que je veux. D'accord? Et mon calcul, j'ai confiance parce que j'ai réfléchi, mais à un moment donné, j'ai fait des hypothèses. Donc je préfère prendre quand même une marge de sécurité. Est-ce que la marge de sécurité va me coûter cher? C'est ça qu'il faut regarder. Ici, ça prend 5 Nm pour 4, c'est tellement petit que ça ne va rien me coûter en plus. Ce sera même pour le moteur, prendre un qui fait 4,95 ou 4, ce sera le même prix. Donc ici, ça ne sert à rien d'aller jouer plus précisément que ça. J'ai déjà suffisamment bien étudié mon problème, je peux acheter le moteur, je suis OK. En industrie, ce n'est pas toujours le cas. Imaginez que maintenant je fais tout ça, les puissances à 2,6 watts. Imaginez que maintenant je suis à 26 kW. D'accord? 26 kW. Et on me dit, bah, il faut que j'aille acheter un moteur qui fait 40 kW. Parce que j'ai calculé 26. Enfin, là, je vais réfléchir à 2 fois quand même. Hein. Parce que là, ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même encombrement. Si j'en achète beaucoup, le prix va encore être plus important. Et donc, vous voyez que la réflexion sera encore beaucoup plus intéressante lorsqu'on aura des moteurs de plus grosse puissance. Ça va? Mais pour vous, ça vous donne déjà quand même une démarche méthodologique. Allez, c'est le genre de travail qu'on peut vous demander, je pense, quand vous sortez ingénieur. Alors après, pour se rassurer, on aime bien prendre un configurateur et prendre son téléphone. Hein, souvent, les gens qui n'ont pas compris ça dans les cours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leur téléphone directement, ils vont téléphoner. Ils vont dire, bah, tiens, calcul, voilà, j'ai besoin d'un ascenseur, ils vont de 12 mètres par seconde. Allez-y, dites-moi un peu quel moteur il me faut dans votre catalogue. C'est un ancien de l'ECAM, M. Mazur, qui donne des cours ici en santé et qui travaille maintenant à l'ASTI. Il travaille chez Maxon, on pouvait lui téléphoner, et lui il disait, ah bah il faut celui-là, prends celui-là, il est bien, ou prends ça, c'est un peu plus cher. Alors moi je ne suis pas partant du principe de faire confiance aux gars, bien que j'ai beaucoup de respect pour M. Mazur et qu'il fait très bien son travail, je ne suis pas trop partant pour ça. Parce que vous ne savez pas si c'est bon, si c'est pas bon. Aujourd'hui, si c'est un gars pas sérieux qui est technico-commercial et qui vous vend du rêve et qui vous dit prenez ce bazar-là, et qu'il vous faut payer des métaux précieux plutôt que du graphite, juste pour le plaisir, et que votre portefeuille en prend un coup, pas le vôtre mais celui du client, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que je trouve que cette démarche-là est intéressante pour vous. Vous devez toujours essayer de critiquer un minimum ce que le gars va vous dire d'acheter. Et on peut transposer ça à n'importe quel autre produit. C'est quand même mieux si avec quelques petits calculs on arrive à se rassurer par rapport à ce que lui va dire. Donc un gars pourrait dire en sortant de l'écart, oui je téléphone et je dis trouvez-moi un peu la solution technico-commerciale. Ok, il va vous donner une solution où vous allez payer. Hein. Aujourd'hui, si vous faites ça, ça ne marche plus. Je l'ai fait chez Maxon Motor, M. Mazur ne travaille plus là, il était responsable Benelux pour ce moteur-là. Maintenant, ils ont mis plus personne. Donc maintenant, en fait, vous êtes renvoyé en France et le gars, je l'ai essayé plusieurs fois, il ne répond pas. Donc, il n'y a plus de service qui vous fait ce dimensionnement. Chez Folaber, je ne sais pas, mais de toute façon, même s'il y en a un, c'est Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Hein. Donc, le gars. Et alors, il y a un professeur qui dit oui, je vais demander un prix là. Je dis ne mettez pas que vous êtes étudiant, parce que là, ils ne vous répondent pas. Parce qu'il dit j'ai pas le temps. Ça va, donc aujourd'hui, il faut essayer de se démerder. Heureusement, il y a des catalogues en ligne aussi, des outils en ligne, un petit peu, qui permettent aussi, dans cet outil-là, il est pas mal. Vous pouvez lui mettre tiens, j'ai un levage avec une transmission par poulie.
Et alors il vous ressort des calculs. Le problème c'est qu'il vous sort 20 moteurs et puis il vous dit démerdez-vous. Donc il faut de nouveau vérifier si les 20 moteurs, je prends lequel, est-ce qu'ils contiennent, donc finalement ça revient à faire le calcul. Je peux en faire que des. Ça va? Je vois que j'ai mis un onglet exercice d'examen. Je regarde ce que j'ai mis là, parce que je ne sais plus. Je crois que je vous l'ai envoyé. Je vous le donne, mais je vous l'ai envoyé, je pense. Donc, je vous donne la question d'examen. Vous pouvez avoir l'examen 2 feuilles avec vous. Ça va? Donc, ne me dites pas que c'est difficile. Ça va? Donc voilà, ici je vous ai pris quoi? Une catapulte, oui. Pour changer un peu, donc il y a une catapulte 100% électrique, hein, donc ça veut dire qu'on va vouloir lancer. Vertical pour avoir facile, donc ça veut dire qu'on a un lanceur qui est vertical ici, qui va à un moment donné donner un coup de couple, hop, et qui va éjecter quoi? Une balle, d'accord? De 200 grammes. C'est pour changer un petit peu de configuration, pour vous faire réfléchir sur un problème. À une hauteur H que vous imposez, je vais vous les laisser libres parce que si vous montez 10 cm, il faut un petit moteur. Si vous voulez monter à 2 mètres, il faut un gros moteur. Mais on ne peut pas mettre non plus un moteur de malade sur une catapulte qu'on vendrait. Donc il faut quand même rester réaliste. On va rester en tout cas en dessous des 300 watts, on reste dans la gamme moteur maximum. Ce n'est pas un moteur industriel pour monter à 2 km. Alors la catapulte accompagne la balle sur une courte distance. Donc d'accord, elle vient ici. En fait, le moteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un support, comme à mon ascenseur. Et il lève la balle, d'accord? Et donc il la lève très vite, et puis il s'arrête. Et donc, hop, la balle continue. D'accord? Donc en gros, il y a un accompagnement du moteur pendant la partie cylindrique, je vais dire, du lanceur. J'ai inventé, hein, ça va? Je ne crois pas qu'il dise ça. C'était pour un exercice pas trop dur qui se rapproche de celui qu'on a fait. Et il faut lui donner une vitesse élevée, et puis donc elle est lâchée. Qu'est-ce qu'on demande? Rédiger la démarche chiffrée sur une page de manière claire, concise, complète. Donc j'ai retiré mon tableau que je posais les années précédentes parce que je crois que les gens ne savaient pas trop ce qu'il fallait mettre dans les colonnes. Donc j'ai laissé un truc beaucoup plus ouvert, d'accord? C'est une page, donc vous ne pouvez pas partir dans tous les sens parce qu'on pourrait, comme je vous dis, travailler pendant 3 semaines. Ici, on aimerait bien résumer ça sur une page. Claire, concise, complète, ça veut dire amenez-moi de l'information, montrez-moi que c'est appliqué à ça. Vous pouvez vous y préparer, vous avez le temps jusqu'à décembre, donc franchement, vous avez le temps. Si vous voulez me poser des questions dessus, vous m'envoyez, pas de souci. Je vais juste pas vous le résumer parce que je vous donne déjà les questions et des feuilles, alors si vous voulez la solution, peut-être un peu exagéré. Préciser les choix et les hypothèses, vous voyez, comme j'ai fait tantôt, hein, parce que le problème reste ouvert, donc il y a des moments où vous allez devoir choisir quelque chose, d'accord? Ça ne me dérange pas que vous travaillez ensemble, mais essayez de personnaliser un peu après coup votre truc, d'accord? Si vous avez tous la même solution, c'est pas gay, peut-être qu'on corrige et qu'on se dit c'est le même truc bateau que tout le monde écrit, c'est pas gay. Donc si à un moment donné vous voulez vous dire tiens, moi je me challenge un peu, je vais apporter une innovation, c'est sympa aussi. Quelle hauteur la balle pourra-t-elle atteindre avec votre moteur? Ben, ça c'est la question un petit peu subsidiaire, un peu plus mécanique, mais qui permettrait de dire tiens, quelle trajectoire je vais faire. Je vais arriver à quelle hauteur, c'est pour se rendre compte. Par rapport au moteur que vous aurez, je vais vérifier si votre hauteur est cohérente. D'accord? Si vous me dites que vous mettez un petit moteur maximum de 2 watts et que vous arrivez à, je sais pas moi, 100 mètres de haut, c'est un problème. Ça marche avec ça? Vous jouez le jeu? Ouais, c'est sympa, c'est cool à faire. C'est un jeu de challenge. On vous challenge. Ça va? Et quand vous avez ça, vous vous entraînez, vous pouvez venir avec la feuille et donc vous devrez simplement recopier votre demi-page sur votre. Mais vous mettez ce que vous voulez sur les 2 feuilles. Si vous ne voulez pas venir avec 2 feuilles, vous venez pas. Si vous voulez mettre autre chose sur vos 2 feuilles, vous mettez tout ce que vous voulez. Ça va? C'est libre. 2 feuilles, hein. Ne mettez pas, je vois les petits qui arrivent, petits malins, ils arrivent, je dis ouais, j'ai 4 feuilles, 4 faces, il ne faut pas commencer à tricher avec tout ça. Ça va? Ça c'est en ligne, ça clôture cette partie 3. Je vous dérange pendant un quart d'heure, pour ça je vous résume très brièvement aussi le 4-5. Alors la question d'examen sur le chapitre 5, elle est connue aussi. Je vous la donne. Je vais vous montrer que je suis plein de vache. Je vous demanderai de choisir un élément dans le chapitre 5 sur le contrôle des moteurs à courant alternatif qui vous paraît à vous. D'ailleurs, je vous ai envoyé la question, je pense, par mail aussi. Sinon, je ne vais pas préciser ça, mais je pense que c'est dans un message que j'ai envoyé par mail. Il faut me donner l'élément qui, selon vous, est le plus important à comprendre dans la vidéo, la plus compliquée, sur le contrôle des moteurs à courant alternatif. Donc vous pouvez tous avoir un truc différent, mais essayez quand même de prendre l'élément qui vous paraît le plus important. Donc si vous me parlez de la pluie et du beau temps, ben, c'est pas très important, d'accord? Donc si vous voulez piloter un moteur à courant alternatif, qu'est-ce qui selon vous est important? Et je dis que je ne donne pas les solutions, mais je vais quand même ici, si vous me laissez encore un quart d'heure, vous faire la synthèse comme on a fait pour les autres sujets.
Alors, vraiment l'essentiel de l'essentiel en 15 minutes pour la partie 4 et 5. Elles sont liées toutes les deux évidemment au pilotage moteur d'essai. Après, il n'y a plus qu'à entre guillemets transposer sur les moteurs AC, mais au fait, vous avez vu peut-être déjà dans la vidéo que quand vous contrôlez un moteur AC, au fait, on va se ramener au contrôle d'un moteur d'essai. Et donc finalement, on va arriver à la même chose. C'est ce que j'essaie de vous montrer en quelques minutes. Alors, le moteur ici, donc il y a un système, comme on l'a vu tantôt, de hacheur. Le hacheur, je vais le représenter par une boîte avec un interrupteur pour qu'on sache ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est votre source d'essai, par exemple la batterie. Ça, c'est les deux fils qui vont au moteur. Et puis, vous avez l'arbre mécanique. D'accord? Ça, c'est votre hacheur, cadrant tantôt. Là-dedans, vous comprenez tout ce qui est bootstrap, processeur, gate drive, puissance. Tout est là-dedans. Voilà? C'est le hacheur que vous achetez. Non, pardon. C'est que la partie puissance. D'accord? Pas le processeur. Donc, gate drive, oui. Interrupteur, oui. Mais la partie processeur, c'est justement ce qu'on va vouloir contrôler, programmer pour piloter le moteur électrique. Voilà? Donc, c'est justement la question. C'est qu'est-ce que je dois mettre ici? Là, dans mon processeur, qu'est-ce que je dois programmer, ou dire à l'informaticien de programmer, pour piloter le moteur. On a vu qu'il fallait ouvrir et fermer les interrupteurs. Donc combien d'informations seront nécessaires ici? 4. D'accord? 4 informations. On a vu aussi que, moyennant une boîte PWM qui sera aussi dans le processeur, donc je vais la mettre aussi dans la partie processeur, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on sait qu'il y a une boîte PWM qui génère les instants d'ouverture-fermeture qui sortent du processeur et qui vont dans le gate drive. Le gate drive, on va dire qu'il est ici. C'est le driver. On sait qu'il faut 4 informations ici, qu'il faudra 4 sorties PWM. Et l'entrée de la boîte PWM, ça va être quoi selon vous? Celui qui a arrivé à me ça, c'est qu'il a bien suivi, je serais super content. Qu'est-ce qu'on mettrait à l'entrée de la boîte PWM pour sortir 4 informations, ouverture, fermeture sur les interrupteurs? Qu'est-ce qu'on mettait tantôt dans la PWM? On avait là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'il fallait mettre? Qu'est-ce que je changeais finalement pour dire au moteur je vais plus ou moins vite? Seuil de contrôle. Oui, Seuil de contrôle. Oui, c'est ça. Donc la tension de commande, hein. C'est ça? Très bien. Ouf, il y a mon qui suit. Très bien. Donc la tension de commande, oui. Vous vous rappelez, la tension de commande a été comparée avec le signal triangulaire et quand je fais changer la tension de commande, je vais changer la tension sur le moteur. Ça, c'est ce qu'on appelle la boucle ouverte. Donc, vous allez commencer le cours avec M. Leroy, peut-être en plus, je ne sais pas, la régulation. Ici, il n'y a pas de régulation, c'est la boucle ouverte. Je veux aller 2 fois plus vite, je change ma tension de commande, le rapport cyclique va changer. Je passe de 50% à 100% de rapport cyclique, la PWM s'occupe de tout, hop, c'est la boucle ouverte, pure boucle ouverte. C'est quoi la boucle fermée alors? Ce serait passé par une régulation. C'est tous un régulateur quand même si ce n'est pas le cours de M. Leroy. Un régulateur, c'est facile, je prends le chauffage ici. Je vais avoir plus chaud, donc je peux mettre un régulateur qui va faire quelle action si je veux avoir plus chaud? Réduire. Il va réguler, mais il va réguler quoi? Donc dans un régulateur, vous avez toujours l'erreur entre la mesure, je peux le faire ici, donc on aura une boîte qui va s'appeler un régulateur. À l'entrée du régulateur, vous aurez une valeur 7 points, c'est la consigne. J'aimerais bien avoir chaud, je veux avoir 30 degrés. Si vous avez la valeur mesurée, point value, c'est la valeur de la température ici. Je mets 25 degrés, je veux 30. Je fais 25.30, 5 degrés c'est l'erreur, epsilon. Je passe ça dans un régulateur et sur quoi est-ce qu'il va agir à la sortie? Je dans mon cas de chauffage. Si je veux avoir plus chaud, je peux faire quoi? Le débit. Très bien, le débit d'eau chaude qui va passer dedans. D'accord? Donc vous avez la température, c'est l'écart de température, ce sera l'entrée du régulateur, et la sortie, ce sera l'eau. Ça, c'est l'erreur fatale que tout le monde fait, pas pour mon cours, hein, pour les cours de régulation, même des mécaniciens font pour ça. Ils mettent la même chose à l'entrée et à la sortie. Non, ça, c'est pas possible. Vous ne saurez pas réguler une grandeur et agir en même temps sur elle, et en plus voir l'entrée et la sortie, c'est pas possible, ça peut pas être la même chose. Alors, si j'ai plus chaud, j'ai température de sortie, l'écart de température, et je dois changer, notamment ici le débit d'eau. Ben, ici, ça va être la même chose.
il va falloir un régulateur. Alors un régulateur, c'est quoi? C'est tout con, un régulateur. Un régulateur peut avoir du proportionnel, de l'intégral, du dérivé. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Ouais. Je prends le proportionnel, on va même pas se casser la tête. Dans les moteurs, souvent ce qu'on fait, c'est du proportionnel intégral. Le proportionnel, c'est tout con. Je vais avoir plus chaud, mais je réagis proportionnellement à l'erreur. J'avais 5 degrés d'écart de température que j'aimerais bien avoir. Réagis proportionnel aux 5 degrés. Si je veux 35 degrés, j'ai un écart de 10 degrés, il va réagir proportionnellement, mais il va réagir plus. D'accord? Si je veux 50 degrés, j'aurai un écart qui va monter, il va réagir encore plus. Il réagit proportionnellement à l'erreur. Ça, c'est tout bon. Alors ça ne marche pas toujours bien. Pourquoi? Parce qu'avec un proportionnel, vous n'arriverez jamais à obtenir la température que vous voulez. Jamais vous n'arriverez. Si je demande 25 degrés, réagit proportionnellement à l'erreur, il va toujours bouger. D'accord? Même un petit peu à la fin. Il va monter 25, 26, 27, il va arriver près de 30 degrés, mais il y aura toujours un écart. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un intégrateur qui réagit proportionnellement à l'intégrale de l'erreur. D'accord? Et ça permet d'annuler cet écart. Et ça permet d'arriver vraiment à la température que vous voulez. Ça va? Ça, c'est pas sorcier, mais plus simple que ça, je ne sais pas expliquer un régulateur. Ouais, ça va? Vous allez voir ça avec M. Debreuil, il va expliquer ça de manière très mathématique et très poussée. Tant mieux, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est suffisant pour ici. Ça va? Donc, en gros, je mettrai un régulateur. Je mettrai bien un régulateur de quoi? La température, c'est ce qu'on va faire. La sortie, ce sera la tension de commande. Regardez, elle est déjà là, c'est la tension de commande. La sortie régulateur. Alors, je peux mettre quoi? La vitesse. La vitesse. Ouais, je peux mettre la vitesse. Alors, je ne vais pas commencer par celui-là, mais c'est vrai, je peux mettre un régulateur de vitesse. J'ai un robot. J'aimerais bien qu'il avance à vitesse constante. D'accord? À 1000 tours minute pour le moteur. Il est à 0, il est à l'arrêt. J'ai 0 mesuré, je veux qu'il ait à 1000 tours. Réagit proportionnellement à l'erreur, et il va pas assez vite, il y a une grosse erreur, il réagit, il met une tension de commande à fond. Rapport cyclique 100%, va à fond parce que tu es en retard. Ça va? Ça, c'est un régulateur de vitesse. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre comme régulateur? Position. Alors, on ne peut pas mettre un régulateur de tension, ou pas vraiment, parce que d'abord, dans un moteur électrique, la tension et la vitesse, c'est la même chose, par la loi de Faraday qu'on a montré tantôt. Et comme j'expliquais tantôt, vous ne pouvez pas avoir à l'entrée et à la sortie du régulateur la même chose. Donc, ça, c'est pas possible. En fait, la régulation de tension, ça viendra faire la régulation de vitesse. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? De position. De position. Le robot est ici. Position A. Il doit aller là, il doit s'arrêter pile top ici. Première solution, boucle ouverte. Je mets rapport cyclique 100% parce qu'il a la boucle, 100%. Et quand il arrivera ici, je coupe l'interrupteur. Ça va marcher, ça? Non. Si je veux être à 1 mm du bord, il tombe. Ouais. Ça, c'est la boucle ouverte. Boucle fermée. Attention, j'ai un capteur laser qui me dit ici, hop, je connais la distance là. Capteur laser, il me rend l'information, c'est la valeur qui sera mesurée de position. D'accord? Au fur et à mesure que le robot va avancer, il va faire évoluer cette grandeur-là. Moi, je veux aller là. D'accord? Ça, ce que je veux aller au bord de la table, c'est le set point. Point value, c'est mon capteur. La différence entre les deux, et il réagit. Je suis ici, mon capteur il dit ouf, je dois aller super loin. Désolé, je suis liégeois. Et donc, il avance, il avance, il avance. Et plus il va avancer, et bien, il réagit proportionnellement à l'erreur. Quand il arrive près du bord, il va se dire ah ben tiens, ma distance maintenant est plus petite, donc calme-toi. Réduis le rapport cyclique, réduis la tension de commande. D'accord? Donc il réduit ça, alors il réagit proportionnellement, il réduit ça aussi, il ralentit. Et quand il aura atteint le bord de la table, les deux seront les mêmes ici, la valeur mesurée et la valeur de consigne, il n'y aura plus d'écart, le moteur s'arrêtera. Il mettra une tension de consigne qui permettra d'arrêter le moteur. Tension 0. Voilà. Ça va? Ça c'est en position, on a fait en vitesse et on peut encore faire en. Il en reste un. Accélération. En couple. D'accord? Donc en effort. Donc ça voudrait dire, tiens, le moteur, je veux le réguler en effort. Je veux qu'il me donne tout le temps une force qui est donnée. Par exemple, pour un ascenseur, vous pourriez dire, bah, tiens, je veux qu'il, allez, si je le laisse tomber, paf, il tombe à terre, donc je veux le freiner, et donc je pourrais avoir une régulation en effort. Ce n'est pas encore le meilleur exemple que je pourrais choisir, parce que généralement les ascenseurs, on serait plutôt en vitesse. On a un super bel exemple, si ça vous intéresse, mais je vous laisse en parenthèse, sur un robot qu'on est en train de faire pour Tractable, et là on a un effort. Donc si ça vous intéresse, je vous dis simplement, venez voir un jour en face du labo et je vous montrerai.
Ça va? Et donc, on pourra avoir des applications où on a besoin de réguler l'effort. Et comme je vous ai montré tantôt, la force de la place est liée directement au courant. Et donc, là, vous pourriez avoir une régulation en force qui revient à une régulation en courant. Quel est le plus courant que vous allez rencontrer? Généralement, je vais vous mettre la totale. On met généralement des régulateurs en cascade. Ça, vous allez voir M. De Broglie. On va les mettre en cascade parce que souvent, on a envie de contrôler plusieurs choses. Quand je dis à mon robot que j'aimerais bien réguler en position, oui, mais j'aimerais bien que tu ne fasses pas n'importe quoi sur la vitesse. J'aimerais bien que tu ne fasses pas n'importe quoi sur le courant. Alors, pour résoudre ça, on dit on va les mettre en cascade. Ça, ce sera le régulateur de courant. Ici, I c'est point, I point value. Alors, je vais mettre un deuxième régulateur ici. Donc ça, c'est le régulateur en courant. Ça, ce sera le régulateur en vitesse. D'accord. Ici, j'aurai un écart. C'est moi 2 secondes pour faire. Voilà. Et puis alors, j'ai encore un régulateur de position. Et là, vous avez comme ça la totale. C'est le plus compliqué qu'on pourra avoir. Le plus complet. J'ai 3 régulateurs en cascade. Position, vitesse, courant. Consigne de position, consigne de vitesse, consigne de courant. Mais la consigne de vitesse, ce n'est pas moi qui l'impose. C'est la sortie du régulateur de position. La consigne de courant, ce n'est pas moi qui l'impose. C'est la sortie du régulateur de vitesse. Vous voyez, c'est une cascade. Donc là, je suis dans une régulation en position. C'est vraiment le premier qui compte. Mais avec quand même un contrôle sur la vitesse et sur le courant. Le courant, je peux aller le mesurer où? Ici. Hop. Une sonde à effet Hall, un petit lemme de courant, un capteur. Et je peux aller le mesurer et le ramener dans mon processeur. La vitesse, où est-ce que je peux aller la chercher? Sur un codeur qui serait sur l'arbre du moteur. Et la position, ben mon capteur laser tantôt, hein, un petit capteur laser, on va dire. Hop. Voilà. D'accord, ça c'est le plus complet qu'on puisse faire, c'est une régulation en cascade et chaque fois vous avez la sortie du régulateur qui devient la consigne pour le suivant. Ça va? Ça c'est ce qu'on fait de mieux en termes de régulation. Maintenant si vous avez une régulation en force, ben, vous oubliez ça. Si vous avez une régulation en vitesse, vous oubliez ça. Ça va? Oui. C'est pas la seule manière de faire en cascade. Alors c'est le mieux. Il y a moyen de travailler en parallèle avec un switch qui passerait de l'une à l'autre. Monsieur De Broglie va vous montrer ça. Mais ça c'est cata, parce qu'un délai, et les gens d'automatique ils n'aiment pas trop ça. Il faut avoir un délai. Parce qu'avec ce système-là, vous n'avez pas de délai. D'accord. Donc ça c'est vraiment mieux. En termes de contrôle moteur, et généralement on ne s'emmerde pas trop avec des PID, on se limite à des PI. Et alors là ça devient quand même assez facile à tuner, quoique. Il faut avoir un peu le feeling pour tuner ça, parce que vous avez 2 régulateurs dans chaque, 2 paramètres dans chaque régulateur, PI, 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 6 paramètres. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On simule ça dans Simulink, on tune les paramètres du régulateur dans Simulink, et quand on a nos bons paramètres, on va sur le système. Parce que votre robot là peut faire tomber un tel 10 fois. D'accord. Donc on fait une modélisation, une simulation. M. De Broglie m'a déjà expliqué, quand il va en entreprise et qu'il doit aller mettre une régulation en point, il est parfois comme ça. Hein. Si vous pourrez dans votre régulateur, vous pouvez avoir des dizaines, des centaines de milliers d'euros d'un coup foutu. Donc c'est pour ça qu'on passe par une modélisation Simulink. Ça c'est ce qu'on fait beaucoup avec les automatismes. Ça va? J'ai encore 2 minutes pour le dernier chapitre. D'accord. Mais de toute façon là je vous dis de prendre ce que vous voulez pour la question d'examen, mais je vais quand même vous dire ce qui est important. Maintenant, je n'ai plus ici un moteur DC, j'ai un moteur EC. D'accord. Là, je n'ai plus un hacheur, mais j'ai un onduleur. Il y a 3 fils. Il y avait les 3 bras tantôt, les 3 points milieu. D'accord. Je peux toujours lui associer un codeur, et je peux toujours mettre mon capteur laser si vous voulez. Ça va? Là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Où est-ce que ça se complique? Vous avez une idée d'où ça pourrait se compliquer méchamment? Il n'y a plus rien qui va compliquer. Pourquoi? Il y a le gate drive déjà. Pas de problème, ça, aucun souci. Dans la régule, on ne le voit même pas. Le régulateur, ça, à la limite, quand on simule en Simulink, nous, on ne le met même pas. Ça n'a aucune influence dans la régule. On réfléchit en termes de système, et l'onduleur, il n'apporte rien dans la réflexion.
voyez pas un truc qui bug? Oui. C'est pas la variation du PWM dont on a parlé. Pas la variation du PWM, non. Alors le problème il se situe, je vais prendre le cas vraiment problématique, c'est ça. Pourquoi c'est problématique? Attention qu'ici on fait une régulation sur les valeurs instantanées. Donc si je modélisais le moteur, il faudrait le modéliser par ces équations dynamiques. D'accord? Donc on est sur des valeurs instantanées, le courant. Sur un moteur courant continu, c'est une valeur qui change, tout est constant, d'accord? C'est du DC. Alors ça va changer quand vous accélérez, vous allez avoir une élévation du courant et puis il va se stabiliser par exemple comme ça. D'accord? Ça c'est le courant en fonction du temps. Et en AC. En AC, vous avez 3 courants déjà. Donc il faut rajouter un en plus ici. Hop, et le faire passer en plus dedans. Le troisième je le mesure, généralement pas, parce que la somme fait 0, donc on peut se passer l'injecteur. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? Là, j'ai des courants alternatifs. J'en prends un. Voilà le courant. Ça c'est I mesuré. Sur une phase. Je ne vais pas encore sur les trois. Ici je lui dis, j'aimerais bien que tu ailles avec un courant qui aura une certaine phase, une certaine fréquence, une certaine amplitude. J'aimerais bien ralentir. D'accord? Vous voyez toujours pas le problème? Mettez-vous à la place du régulateur. Ça va. Mettez-vous à la place du régulateur. Qu'est-ce qu'il fait le régulateur? Il réagit proportionnellement à l'erreur. Ouais. L'erreur, elle est où? L'erreur est petite. Réagit proportionnellement à l'erreur. Il réagit un petit peu. Là, l'erreur est plus grande. Réagit beaucoup. Ne réagit plus. Et il est perdu. Moi, ce que je veux, c'est contrôler le courant dans le moteur, mais en valeur RMS. D'accord? Ce que je veux, ou en valeur instantanée, mais sur un certain nombre de périodes. Je ne veux pas, à l'intérieur du 50 Hz, aller commencer à faire la régulation parce que c'est des sinus. D'accord? Donc le régulateur est complètement perdu. Ça, si c'est 50 Hz, ça c'est 20 millisecondes. Et mettez-vous à la place du régulateur, il va dire ah putain, j'ai réagi beaucoup, peu, beaucoup. Ben, en fait, ça n'a pas de sens. Moi, je veux qu'en moyenne, ici, il me fasse un sinus régulé. Je veux qu'il adapte la fréquence, mais pas commencer en valeur là à aller changer. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc le régulateur, là, il est paumé. Il réagit beaucoup. Quand vous êtes en continu, je fais la même chose. Je veux ça. Et il est là. Réagit proportionnellement à l'erreur. Facile. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Il va atteindre la consigne, et hop, il va revenir. Et voilà. Si en bleu c'est ma consigne, en rouge c'est ce qu'il mesure, à un moment donné il va réagir. Mais là, ça n'a pas de sens de dire plus, moins, ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas travailler des régulateurs sur les grandeurs triphasées alternatives. Donc ça, s'il y a qu'un truc à retenir, comme je le disais tantôt, dans ce chapitre-là, c'est qu'on va essayer de se ramener au contrôle du moteur DC. Et donc on va faire un changement de repère. Monsieur Loire, première, deuxième, matrice, transfo. Changement de repère, ça vous dit quelque chose? Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous avez un repère de grandeur ABC, prenez par exemple les courants. D'accord? On va dire, je vais appliquer une matrice ici, qu'on appelle Concordia plus Spark. C'est une double transformation matricielle. Ça, c'est une matrice de rotation. Ça, c'est une matrice simplement pour les amplitudes, qui permet de passer de 3 axes en 2 axes. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir à la sortie? Vous allez avoir des grandeurs qui n'existent pas, c'est mathématique. Des grandeurs qui seront I, D et IQ, qu'on appelle les valeurs directes des quadratures. Et ces grandeurs-là, elles vont être constantes. Pourquoi? Parce qu'on va se projeter dans un repère qui tourne. Normalement, vous avez ça en alternative triphasée. D'accord? A, B, C. Et moi je me dis maintenant, je ne veux plus travailler dans ce repère avec 3 grandeurs, je veux travailler avec un axe D ici et un axe Q qui lui est perpendiculaire. L'avantage quand ils sont perpendiculaires, c'est quoi? C'est que les inductances mutuelles disparaissent. Il n'y a plus d'influence mutuelle entre les deux axes, c'est découplé. L'avantage de travailler avec 2 axes au lieu de 3, c'est quoi? C'est plus facile. C'est plus facile. Donc le processeur va plus facile aussi. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est une régulation, de nouveau ici, sauf que la régulation va se faire en I, S, point, Q, dans l'axe Q. D'accord?
on peut montrer que ça, je ne vous montre pas d'abord le truc, mais que le couple il est proportionnel au courant, on l'a dit tantôt. Quand vous projetez dans les axes DQ, le courant utile, c'est le courant dans l'axe Q. Le courant dans l'axe D ne sert pas à grand chose a priori. Ça va? Donc là, on va se ramener à des grandeurs DC. Donc on va pouvoir refaire une régulation comme ceci, où ça ce sera ID 7 points, et ça ce sera IQ 7 points, et IQ point value. On vient comme un moteur DC, on a fait la même chose. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois aller modifier ici? Pas grand chose. Je dois aller dire attention, les courants j'en ai 3. Je fais une transformation matricielle Concordia plus Park. Souvent dans le jargon on dit simplement Park. Comme ça, je rentre ici I, A, B, C. Je sors derrière I, D, Q. Le ID, je vous ai dit, on n'en fait pas grand chose. En tout cas dans la version simple. Si ça vous intéresse, vous regardez. Il y a moyen d'en faire quelque chose, mais vous regardez la vidéo. Et le IQ, c'est lui qui vient être régulé. Si tout le reste reste pareil, la vitesse, la position, tout reste pareil. Mais comme le couple est une image de IQ, c'est lui qui nous intéresse. Donc il nous faut du Park, c'est une matrice rotation. Vous connaissez encore les matrices rotation? Cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ, ça veut dire quoi? Alors, cette matrice-là, ça veut dire qu'elle a besoin de quoi? θ, puisque c'est un repère tournant. Ici. Et on va faire tourner ce repère à la vitesse des champs tournants. Dans une machine synchrone à élément permanent, vous avez un champ tournant qui est produit par les 3 bobines statoriques et vous avez un deuxième champ tournant qui est produit par l'aimant. Et le challenge dans ces moteurs-là, les moteurs EC, c'est de synchroniser les deux champs. D'accord? Vous avez deux champs et s'ils sont synchronisés à 90 degrés, vous avez la traction nord-sud. S'ils sont à plus que 90 degrés, ils décrochent, ça ne va pas. Donc il faut regarder où est le rotor et venir avec l'onduleur imposer le champ stator à 90 degrés par rapport aux aimants. Ça, c'est tout le challenge de l'autopilotage que vous avez avec M. Chamassi. Et donc, pour faire ça, on va prendre un repère qui tourne à quelle vitesse alors? À la vitesse des champs tournants, à la vitesse du rotor, c'est toute la même vitesse. Donc, une vitesse dans un moteur synchrone en permanent. La machine à courant alternatif asynchrone, si c'est dans les notes, c'est pour introduire ça, mais vous ne devez pas trop regarder. Alors, ce qui nous intéresse pour vous, c'est les moteurs EC, parce que c'est ceux-là que vous allez rencontrer plus tard, plus que les moteurs asynchrones. Les moteurs asynchrones, c'est un peu plus compliqué. Ici, donc, les deux champs tournent, hop, tout le repère tourne, les deux champs tournent, et le fait de tout faire tourner à la même vitesse, grosso modo, ça vous permet d'avoir des grandeurs qui sont constantes et que vous pouvez beaucoup plus facilement réguler. Ça va? Donc, il manque le θ, et je vais vous le remettre comme ça si vous l'avez. Le θ, il vient du codeur qui va regarder la position, d'accord? Et vous devez absolument le faire rentrer ici, puisque la matrice de Park, c'est du cos θ. Donc il faut savoir où est le rotor par le codeur, lui donner l'information et comme ça il pourra faire la transformation matricielle de là. Ça va? Voilà. Désolé d'avoir débordé beaucoup. Pour la suite, on se voit là-bas 3 séances. J'ai débordé beaucoup, mais comme on ne se voit pas souvent, c'est pas grave. Je pense que là c'est un très très bon résumé. Si vous avez compris tout ça, il n'y a pas de doute. Je vous ai en plus donné la plupart des questions d'examen. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou un Teams ou quoi s'il y a des trucs qui ne vont pas. Vous voulez que je repasse un truc de l'amendement, vous voulez voir vos labos, les trucs que j'ai expliqués, je vous montre pratiquement. C'est gratuit. Ça va? Allez, bon appétit.